Merci Monsieur le maire, merci pour cette belle présentation. Et évidemment, je remercie les organisateurs, Francis Rocard évidemment et Dominique Leglu. Et je voudrais vous remercier pour votre présence, bien sûr, et rendre hommage à Dominique Leglu. Je suis d'une certaine génération, j'ai certains de mes collègues qui sont de ma génération ici, et lorsque Dominique était chez Libération, elle dirigeait les cahiers sciences, et tous les scientifiques aujourd'hui de ma génération qui sont connus du grand public, eh bien, le doivent beaucoup, effectivement, à ce travail de Dominique Leglu et de ses collaborateurs et collaboratrices qui nous ont mis en avant. Et là, on le regrette aujourd'hui parce qu'on a beaucoup moins de support de la presse ailleurs également pour la culture scientifique. Donc je voulais rendre cet hommage comme quoi on a vraiment besoin des médias et des journalistes. Alors, comment présenter cette matinée? Parce que là, il faut dire qu'on a tous la morale un peu dans les chaussettes. L'intelligence artificielle va nous dépasser, nous remplacer. C'était le premier soir. Hier matin, donc, réchauffement climatique, biodiversité, nouvelles maladies, on est mal barré. Et dans l'après-midi, même les cosmologistes nous ont dit que la planète allait très mal et la galaxie partait en filament. Donc, merci d'être revenu quand même. Et ce matin, pour vous rassurer, ça va être un vrai requiem. Donc, alors on y va. Merci pour cette présentation une fois de plus. Et il est vrai que l'évolution, pour beaucoup de personnes, c'est le grand passé. On a cité Yves Coppens, on a bien évidemment, et donc pour la plupart des personnes, dès qu'on parle de l'évolution, grosso modo, c'est reconstitué, donc c'était cette grande aventure des espèces. En fait, Charles Darwin parle très peu de paléontologie. Les théories de l'évolution, c'est en fait des théories du changement dans la nature. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, plus que paléanthropologue, je suis plutôt un anthropologue évolutionniste, comme je vais essayer de vous le montrer, et de regarder un petit peu comment change le monde. Alors, on a vu beaucoup d'éléments à travers ces 2 jours sur les facteurs qui changent notre monde, même l'univers. Et il y a un facteur qui a été négligé pendant très longtemps, qui sont les technologies. Comment les hommes et leurs inventions technologiques et leurs usages modifient très rapidement l'histoire de la lignée humaine et aujourd'hui de toute la vie sur cette planète. En économie, ça peut vous surprendre, lorsqu'on parle des entreprises, il n'y a quasiment aucune théorie économique qui tient compte des entreprises, qu'on appelle d'ailleurs la microéconomie, et ce qu'on appelle aussi l'économie évolutionniste. Donc il y a un paradoxe énorme, effectivement, envers ce qu'on appelle les théories de l'évolution, qui sont souvent considérées comme des enjeux qui ne concernent que le passé. Alors, pour vous dire un petit peu comment l'évolution se fait, on va commencer par un exemple qui est relativement connu dans mon domaine, mais pas trop des anthropologues. L'idée de l'évolution a été que, voilà, la nature nous pose des problèmes, l'environnement change, et ces changements, donc, obligent les espèces à s'adapter. Alors ça, c'est la grande idée de Jean-Baptiste de Lamarck, parmi d'autres, mais c'était quand même un immense génie, ce monsieur, qui avait très bien compris que les changements d'environnement obligeaient les espèces à changer. Sauf qu'à l'époque, évidemment, on est en 1802, 1805, il connaît pas la génétique, et on a reproché à Lamarck donc la transmission des caractères acquis. Ce qui, au passage, aujourd'hui, revient d'une certaine manière, mais pas la manière de Lamarck, avec l'épigénétique, donc ce qui se passe au-dessus des gènes. Mais néanmoins, c'était quand même une idée extraordinairement féconde, parce que pour la première fois, on avait une théorie qui impliquait des mécanismes naturels, qui ne faisaient pas du tout intervenir la métaphysique ou la religion, qui tentait d'expliquer les changements dans la nature. Donc c'est la naissance, tout simplement, de la biologie. À partir de là, évidemment, les choses ont beaucoup avancé, et je vais vous donner un exemple récent sur, justement, la vision colorée des singes. Nous autres, les mammifères, hormis les singes et l'homme, nous voyons le monde sur 2 couleurs. Nous sommes bichromiques. Nous, les singes, nous sommes trichromiques. Et les gènes qui codent pour ça se situent sur le chromosome X et sur le chromosome 7. Le chromosome X est le gène, donc, des femmes, des femelles. Il y a environ 35 millions d'années, il y a eu une mutation sur un groupe de gènes du chromosome X qui se sont dupliqués. À partir de là, on a vu sur un registre de base de 3 couleurs, donc nous sommes trichromiques. Là, les conséquences vont être absolument gigantesques. D'abord, la première chose, c'est que comme ça commence par le chromosome X, les femelles voient en couleur et pas les mâles. Et je peux vous dire qu'elles les ont à l'œil.
Aujourd'hui, en Amérique du Sud, il y a encore des espèces de singes chez lesquelles les femelles vont en couleur et pas les mâles. Comme toujours dans l'évolution, il est rare qu'il y ait une seule adaptation qui donne des résultats à peu près ou analogues ou homologues, je rentre pas dans les détails. Et à partir de là, qu'est-ce que ça va changer? Nous autres, les singes, depuis 30 millions d'années, nous allons nous adapter à la vie de jour, diurne. Quand vous croisez des mammifères la nuit, dans le phare de vos voitures, ou avec une lampe torche, vous êtes toujours impressionné parce que le fond des yeux se réfléchit. Eh bien ça, tous les singes l'ont, c'est un héritage de l'histoire des mammifères du temps où les dinosaures dominaient, il y a plus environ 200 millions d'années, ou 150 millions d'années, et c'était réadapté au monde de la nuit. Nous autres, les singes, avons perdu ce qu'on appelle ce tapis réfléchissant, le tapetum lucidium, et nous voyons de jour, et nous avons une vision extrêmement médiocre de nuit. À partir de là, que va-t-il se passer? Eh bien, va se mettre en place une coévolution tout à fait particulière. Les singes qui vont commencer à voir les couleurs vont développer une appétence pour les fruits. Et grâce à la vision colorée et surtout les yeux qui sont juste de part et d'autre de la racine du nez, ce qui nous permet de voir les reliefs, on a une très bonne vision de près. Si on n'avait pas eu ces changements avec des modifications du chiasma optique et des aires occipitales, je ne rentre pas dans les détails non plus, absolument étonnantes, que nous n'avons que nous les singes, eh bien nous allons voir le monde en relief et en couleur. Les singes vont développer une appétence extraordinaire pour les fruits que nous avons toujours, ce sont des fins gourmets, et à partir de là, ils vont sélectionner des fruits, concentration de fructose et de vitamines, et ça c'est rare dans la nature. Vous savez que les nourritures prisées sont rares, et donc elles font l'objet de stratégies adaptatives extraordinairement complexes. Et là, les singes, donc, vont avoir un ensemble de transformations morphologiques, biologiques et cognitives, qui fait qu'ils s'installent sur une branche, et vous savez ce geste-là, qui consiste à tendre la main, en étant bien assis, le corps droit, de prendre un fruit, de l'inciser, et ensuite de le mastiquer, le digérer, ça a pris 15 millions d'années pour arriver à cette mécanique absolument extraordinaire. C'est absolument fascinant. Et là, ils consomment ces fruits, et évidemment, ils ont du bon goût, et ils vont avoir des appétences pour telle ou telle variété. Et en consommant tel type de fruits, ils vont favoriser, avec leurs fesses, donc leurs excréments, la distribution des graines et des noyaux, dont certains auront fermenté en passant dans le tractus intestinal. Eh bien, à partir de là, la biodiversité va être multipliée par 10. Parce que à partir de 50-55 millions d'années, c'est l'ère tertiaire. Vous avez donc les insectes butineurs, certains oiseaux-mouches, certaines chauves-souris, qui, en allant chercher ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire leur nourriture, rendent des services gratuits aux fleurs en les fécondant, qui, une fois fécondées, deviennent des fruits. Et là, c'est les singes qui interviennent. Et cette coévolution, donc, entraîne des interdépendances extrêmement subtiles dans les écosystèmes, et on en a parlé hier, à propos des espèces invasives. Si ces écosystèmes qui ont quand même des dizaines de millions d'années de coévolution viennent à être perturbés, évidemment, des espèces invasives les détruisent rapidement. Mais plus que ça, ça a entraîné des modifications également sur nos vies sociales. Donc voici des singes bien assis qui consomment des nourritures, et donc là nous avons une coévolution entre la main, le regard et le geste à la parole, comme le dira d'ailleurs très bien à une époque le grand professeur du Collège de France André Leroy-Gourand. Et de ce fait, si vous prenez un babouin, qui sont des espèces très intelligentes, et un chien Doberman, qui est aussi très intelligent, les Dobermans sont parmi les chiens les plus intelligents, eh bien ils ont la même taille corporelle, sauf que le babouin a un cerveau 2 fois plus gros. Donc il y a toute une coévolution absolument considérable qui se met en place, et qui va modifier toute notre physiologie. Il y a 2 types de régimes alimentaires chez les singes, ceux qui mangent que des fibres ou des feuilles à gauche, donc les singes véganes, et à droite, vous avez les babouins ou les singes frugivores qui mangent tout type de nourriture. Eh bien, en fonction du type de nourriture, on appelle ça la socio-écologie, vous avez des stratégies sociales et cognitives radicalement différentes. On continue. Ceci, on sait maintenant aujourd'hui, si les physiologistes étaient venus nous voir, eh ben on leur aurait dit que depuis longtemps, on sait qu'il y a une coévolution extrêmement complexe entre les capacités cognitives, les systèmes sociaux, les organisations sociales et les types de nourriture, et ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote, c'est-à-dire effectivement, tel que vous êtes là, mesdames et messieurs, 80% des micro-organismes qui sont dans votre corps ou sur votre peau ne sont pas à vous, ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiome, et tous les gènes qui vont avec, le métagénome. Donc tout ça a été déjà assez connu dans notre domaine, et on va continuer
jusqu'à effectivement, chez ces singes très intelligents, un capucin en haut à gauche, macaque en haut à droite, chimpanzé en bas à droite, eh bien, en fait, les singes omnivores, frugivores, sont spécialisés dans la recherche de nourritures qui sont protégées physiquement. Donc des nourritures de très bonne qualité nutritive, comme les noix par exemple, mais qu'il faut aller chercher, il faut casser, il faut accéder physiquement, donc une créativité sur l'usage main, outils, etc. Et puis sur le plan social, vous avez remarqué que tous les mammifères ont des couleurs ternes. Noir, brun, beige, blanc. Et dans cette salle, nous avons des gens de, pas toutes les couleurs, enfin non pas d'un point de vue anthropologique malheureusement, mais en ce qui concerne les habits. Eh bien, ça va complètement changer les structures sociales. Parce que, mesdames, il faut que vous le sachiez un jour, pourquoi dans la nature les mâles sont toujours plus beaux? C'est là que j'ai sorti ma pochette. Tout simplement parce que ça s'appelle la sélection sexuelle. C'est comment, enfin, il y a différents facteurs de la sélection sexuelle. Les mâles, donc, vont choisir, comme chez les oiseaux, ce qui est mieux connu. D'ailleurs, dans le il y a plein de livres de Charles Darwin, mais le grand livre de 1871, L'ascendance de l'homme en relation avec la sélection par le sexe, eh bien, c'est un livre pour lequel un tiers est consacré aux oiseaux et à la sélection sexuelle. Et Darwin disait, il y a quand même une exception, dans l'espèce humaine, les femmes sont plus belles. C'est un petit malin, parce qu'il sait que les femmes lisent plus les livres que les hommes, mais ce qui tient toujours. Donc tout ça, où je veux en venir? Où je veux en venir, c'est que vous pensez bien qu'il n'y a pas eu une réunion il y a 35 millions d'années à Saint-Tropez, organisée par monsieur le Paléo Tuveri, sur l'avenir du monde, qui se sont dit, écoutez les gars, ça serait quand même vachement mieux si on voyait les couleurs, chouette, on va muter. Ça s'est jamais passé comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des mutations. Et si ces mutations n'avaient pas été sélectionnées, eh bien, on aurait toujours un monde terne. Et ces mutations ont été sélectionnées. Et ça a complètement changé le monde, parce qu'évidemment, ces gènes n'ont aucune attention. Et vous voyez comment une mutation génétique a changé le système social, les régimes alimentaires, nos capacités cognitives et l'ensemble des écosystèmes. Et c'est ça qu'on a du mal à faire comprendre aujourd'hui, parce que, comme je vais essayer de vous le montrer maintenant, nous sortons d'un monde, pendant 2 siècles, qui a été un monde très lamarckien, au sens le plus noble du terme, depuis les Lumières, c'est-à-dire un monde dans lequel les sociétés humaines, c'était le projet de l'humanisme et ensuite du progrès et des Lumières, c'était de se dire que l'humanité doit œuvrer par les sciences, les connaissances, la culture, l'enseignement, à son devenir, et les hommes, donc, doivent construire les moyens d'améliorer la condition humaine. Et ça n'a pas trop mal marché, globalement, jusqu'à la fin du XXe siècle. Sauf que nous sommes rentrés, depuis exactement 2007, comme on va le voir, à nouveau dans un monde complètement darwinien que, évidemment, personne n'a vu venir. Pourquoi il y a évolution? Pourquoi il y a changement? Bon, d'abord, il y a les catastrophes dites naturelles. Alors ça fait pas l'évolution. Ça affecte l'histoire de la vie, mais ça fait pas l'adaptation. Vous avez tous vu Jurassic Park, vous êtes un super tyrannosaure, personne ne vous embête, vous êtes les plus forts, les plus violents, les plus rapides, et voilà qu'un météorite vous tombe dessus. Nothing personal, comme on dit dans les films américains. Vous êtes au bon endroit ou vous ne l'êtes pas. Voilà. Donc ça fait pas de l'adaptation, ça. Donc c'est la sélection brutale au sens le plus strict du terme. Donc là, il faut faire avec. Nous autres, les scientifiques, on n'est pas là pour faire peur, quoique après ces 2 jours, il y a de quoi. Mais évidemment, nous sommes là pour décrire le monde tel qu'il se passe. L'histoire du film Le Jour d'après. Le film n'est pas très bon, mais ce qui s'est passé dans Le Jour d'après a eu lieu il y a 6000 ans avant Jésus-Christ. Les agricultures commençaient à émerger. Et la fin de la dernière glaciation, grande glaciation, a fait que sur l'Amérique du Nord, les grands glaciers qui recouvraient presque la moitié de l'Amérique du Nord ont reculé. Évidemment, il faut imaginer que les grandes plaines qu'on connaît aujourd'hui en Amérique du Nord, c'était un immense lac, qu'on appelle le lac Akassi. Donc il reste que 3 petits trucs qui sont les grands lacs américains. Vous imaginez les quantités d'eau que ça a été. Et ce front de glace a reculé vers le nord jusqu'à libérer le golfe du Saint-Laurent. Et là, vous avez des millions de mètres cubes d'eau douce qui se sont accumulés d'un coup dans l'Atlantique Nord. Et l'eau douce étant plus légère que l'eau de mer, ça a bloqué le Gulf Stream. Et là, on s'est tapé une glaciation brutale de 600 à 800 ans. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça va nous arriver bientôt. Vous avez vu à quelle vitesse les glaces de l'Arctique donc fondent, et on a des petits frémissements aujourd'hui. On parlait de mesures hier, les mesures sont de plus en plus précises, donc frémissement du Gulf Stream, et là, d'un seul coup, le réchauffement climatique pourrait nous donner une glaciation. Voilà.
Donc tout ça, vous connaissez, les activités solaires. Il y a une sonde qui est partie récemment, hommage à Francis Rocard, donc une sonde qui se rapproche du Soleil actuellement pour étudier ces phénomènes dans les éruptions solaires. Donc tout ça, on connaît de plus en mieux. Donc ce sont les facteurs physiques. Mais l'adaptation se fait dans le monde de la coévolution, donc les communautés écologiques, et on appelle ça chez nous la reine rouge. Ça vient de Lewis Carroll, et Alice court dans le pays imaginaire avec la reine de cœur, the Red Queen, donc la reine rouge, et Alice dit Majesté, on court mais on n'avance pas, parce qu'évidemment le paysage les suit. Alors la reine lui demande, un peu hautaine bien sûr, et alors dans votre pays, elle dit quand je marche, quand je cours, je me déplace par rapport aux maisons, aux arbres, aux rochers. Et la reine de cœur de lui répondre ma fille, sachez une chose, dans ce pays, il faut courir le plus vite possible pour rester à sa place. Ça, c'est notre ami Étienne Klein, mais qui a tiré cet élément que je vais vous citer d'un sociologue qui s'appelle M. Bronner. On constate aujourd'hui, si on regarde la fréquence des termes utilisés, on parle plus de progrès, on parle de plus en plus d'innovation. Et l'idée de progrès était liée au monde lamarckien que nous sommes en train de quitter. L'idée de progrès, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée de construire selon nos visions du monde et de l'avenir et nos valeurs partagées, le monde de demain, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et aujourd'hui, on est en plein à nouveau dans une violence de la course de la reine rouge au niveau mondial, où pour rester à sa place, il faut innover pour innover. On n'a plus de projet de société qui se projette là, et donc on nous dit qu'il faut innover pour innover. Donc on est à nouveau dans ce monde de la reine rouge. Et puis aujourd'hui, alors ça, j'ai du mal à le faire comprendre aux grandes entreprises, la vraie raison qui amène, la grande raison qui amène à changer, c'est le succès. Ça peut vous surprendre, mais plus une espèce a de succès, plus elle modifie les conditions de l'environnement dans laquelle elle a du succès, et plus elle devra s'adapter aux conséquences de son succès. Vous voulez un exemple? On en a parlé hier. Depuis que je suis né, la population mondiale a été multipliée par 3. On est passé de 2,5 milliards d'individus à 7,5. Et moi, je suis pas né au paléolithique, hein. J'ai pas connu Lucie, j'ai pas connu Néandertal. Je suis né dans les années 50, d'accord? Bon, donc, on a multiplié par 3 la démographie mondiale. On a multiplié en moyenne par 100 par individu, avec beaucoup de disparités, je vous l'accorde, notre empreinte écologique. Donc, en 50 ans, nous avons multiplié par 300 notre empreinte écologique sur la Terre. Et ce succès, évidemment, démographique, a des conséquences. On en a parlé hier. Réchauffement climatique, effondrement de biodiversité, changement générationnel, transformation anthropologique dont j'ai parlé. Voilà une des conséquences importantes. Et je m'intéresse beaucoup au monde économique et social. Je regarde toujours, j'ai beaucoup d'affection pour les entreprises centenaires, pas par déviance paléanthropologique, mais pourquoi ces entreprises sont encore là? Ce sont des entreprises qui se mettent elles-mêmes dans la course de la reine rouge. Elles changent avant d'avoir la pression de l'environnement. Elles ont vraiment compris les modèles darwiniens sans savoir. Quand je suis rentré dans le domaine de la paléanthropologie, venant de la physique théorique, j'ai rencontré Yves Coppens. L'évolution de la ligne humaine, c'était la ligne droite. Il y avait le couillon qui se redressait en sortant de la savane. Pardon, j'y reviendrai, parce que celui-là, ça s'est jamais arrivé. Et puis, donc, la ligne droite, on avait un fossile tous les 200 000 ans, 300 000 ans. Donc, évidemment, on ne voulait pas vous faire une arborescence avec un fossile tous les 200, 300 000 ans. Aujourd'hui, voilà où on en est. On ne cesse de découvrir ce qu'a été la biodiversité, donc la diversité spécifique de la ligne humaine à toutes les époques. En bas à droite, Toumaï, Aurorine et Ardipithecus, donc 6, 7, 5 millions d'années. Ensuite, premier bouquet à gauche, toute la radiation des Australopithèques, 6, 7, 8 espèces aujourd'hui qui étaient plus ou moins contemporaines, plus contemporaines. À droite, les descendants de Lucie, qu'on appelle les paranthropes, contemporains des premiers hommes, et la lignée humaine. Nous aurions fait cette conférence il y a 40 000 ans. Dans cette salle, il y aurait eu des hommes et des femmes de Néandertal, et aussi certainement des hommes et des femmes de Denisova. Donc il y avait plusieurs espèces humaines. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule espèce humaine. Alors c'est très intéressant de constater comment nos disciplines ont évolué, avec aujourd'hui cette idée que, il reste qu'une seule espèce sur cette terre, qui était Homo sapiens. Certes, avec beaucoup de succès, mais nous sommes la dernière espèce de ce qui a été une expérience de l'évolution absolument extraordinaire. Et on a découvert depuis quelque temps que nous tous, dans cette salle, nous avons 3 à 4, 5% de gènes de Néandertal. Alors, il y a une madame qui est rousse, alors là, c'est 6%. Et la peau blanche, ça vient de nos amours avec Néandertal. Et par exemple, les Sherpas, qui sont en fait, non pas une fonction, mais une ethnie qui est dans l'Himalaya, comme vous le savez, eux, leur capacité de respirer de l'oxygène en atmosphère raréfiée, donc en haute altitude, vient des amours avec Denisova. Alors vous allez dire, tout fout le camp.
Parce qu'on a tous appris qu'une espèce, par définition, c'est des individus qui peuvent se reproduire entre eux. C'est ce qu'on a appris à l'école. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a une seule espèce sur la Terre. Parce que tout homme peut se reproduire avec toute femme. Ce qui a été démontré depuis longtemps d'ailleurs par les marins, les militaires, les missionnaires. Plus récemment par les entreprises internationales et le tourisme, évidemment. À Saint-Tropez, il y a beaucoup de diversité génétique. Mais d'un seul coup, il y a un tabou qui tombe. Et vous savez quoi ? Tout à l'heure, je vous ai dit que dans les théories économiques, on ne sait pas ce qu'est une entreprise. Et bien pareil, nous les évolutionnistes, on est très embêtés. On ne sait plus trop ce qu'était qu'une espèce. On a plusieurs définitions. Alors on appelle ça maintenant les espèces par variation géographique. Je ne rentre pas dans les détails une fois de plus. Mais il y a des phénomènes qu'on connaît bien. Monsieur Luzon est là, donc qu'on appelle les phénomènes d'introgression. Et pour comprendre comment ça se passe, admettons qu'il y a 50 000 ans, Monsieur Cro-Magnon d'Europe, de France, rencontre... Non, je fais l'inverse, excusez-moi. Monsieur Cro-Magnon du Kenya arrive en Europe et rencontre Madame Néandertal de Belgique ou de France. Ils font ce qu'ils ont à faire, normal, c'est humain. Mais là, il n'y aurait jamais eu d'introgression. Parce qu'évidemment, les Néandertaliens d'Europe étaient très dérivés, ils étaient très inscrits dans leur néandertal. Et de l'autre côté, donc, les Homo sapiens qui étaient en Afrique étaient, eux, très dérivés, donc, dans l'évolution de leur espèce. Mais au Proche-Orient, il y a toujours eu des populations qui se sont rencontrées et qui ont échangé des gènes. Et c'est là qu'effectivement, au Proche-Orient, dans le corridor de la mer Noire, il y a eu donc des transferts génétiques parce que ces populations qui étaient là étaient moins dérivées que celles que nous avions chacun de l'un côté Néandertal ou Sapiens en Europe. Donc vous voyez, c'est très compliqué ces histoires-là, et aujourd'hui, c'est une des grandes révolutions de mon domaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à la paléogénétique, nous sommes capables de traiter l'évolution humaine depuis maintenant une vingtaine d'années comme la biologie donc des populations, et ça c'est une révolution évidemment aujourd'hui absolument considérable. Donc aujourd'hui, il reste qu'une seule espèce. Comment on en est arrivé là ? Eh bien, nous les humains, depuis 2 millions d'années avec Homo erectus, nous avons inventé une autre coévolution. La coévolution que j'évoquais continue, mais nous avons inventé une autre coévolution qui est celle de nos interactions avec nos mondes techniques et culturels. Les espèces humaines sont des espèces extraordinairement plastiques. Je sais que le terme est à la mode, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous pouvons changer très rapidement en termes de morphologie, qui est la taille et la forme, en termes de physiologie, donc qui sont les fonctions de l'organisme, et d'un point de vue cognitif. Et à partir de là, vous avez toujours les mêmes mécanismes qui vont se mettre en place d'un point de vue évolutif entre ce qu'on appelle aussi la coévolution bioculturelle. Dès que vous avez ce même faisceau d'éléments qui intervient, c'est-à-dire de nouveaux moyens de diffuser les connaissances ou d'échanger des idées. Là, c'est le langage. Alors, ça existait un petit peu déjà avant, mais ça se développe à cette époque-là. De nouvelles conceptions du monde. Et oui, les cosmogonies, mes chers amis cosmologistes, ça fait 2 millions d'années qu'on se pose la question, que les hommes regardent le ciel. Des cerveaux de plus en plus gros. Alors, à l'époque, 600 cm3. Depuis, ça a plus que doublé, on va le voir. Des modes de locomotion, mais là, ils l'ont pas fait exprès, c'est notre bipédie. Vous savez que l'homme a une bipédie absolument incroyable. Nous sommes une espèce qui a un mode locomoteur apparemment très simple. Nous avons qu'une seule allure, le trot. On avance la jambe droite avec le bras droit avec la jambe gauche. On n'a que seule allure. On a tous la petite musique d'un cheval qui se déplace à 3 allures. Le pas, tac, 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 4 temps. Le trot, tac, 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 ça c'est né aussi. Et le galop, tac, 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 tac. Plus les allures intermédiaires. Et on s'est aperçu depuis très peu de temps que justement cette bipédie incroyable qu'est la nôtre, elle exige une gestion, alors ça c'est le hardware, mais de software absolument démente. On a un cervelet, mesdames et messieurs, qui contient 80 milliards de neurones comme tout le néocortex, et nous avons la machinerie la plus incroyable connectée à l'ensemble du corps et qui participe à nos capacités cognitives. C'est pour ça qu'aujourd'hui, merci les philosophes au passage, Frédéric Gros notamment, on a redécouvert comment la marche est constitutionnelle de notre évolution, de notre santé, notre cognition et même de la créativité. Et ça fait 2 millions d'années. Et donc nous sommes l'espèce la plus endurante qui a jamais existé. Vous faites une course avec un cheval, vous gagnez. Alors attendez, ça prend 2 jours, il faut choisir le bon cheval, il faut vous entraîner. Mais et Homo erectus, donc à partir de là, va être celui qui va à la conquête du monde. Il va tropicaliser son environnement, c'est là que ça commence pour l'énergie, donc le feu, la cuisson, et immédiatement,
Dès que vous avez ce qu'on appelle une innovation technique généralisée qui va affecter l'ensemble des activités des sociétés humaines, vous avez donc des bouleversements et des évolutions extrêmement rapides, notamment d'un point de vue démographique, augmentation démographique, et géographique, puisque Homo erectus va être le seul grand singe qui va à la fois occuper toute l'Afrique, mais également sortir de la bande des tropiques et occuper l'Europe et l'Asie. En plus de ça, on voit bien qu'il y a des capacités cognitives nouvelles, de l'émotion, de l'esthétique, et la manière de faire ce biface, alors ça je me place parce que c'est moi qui ai trouvé ce truc-là, vous regardez, grâce aux sciences cognitives, la manière dont vous regardez quelqu'un faire un outil, vous faites un outil, vous pensez faire un outil, c'est les mêmes capacités cognitives qui s'activent. Là, l'imagerie cérébrale nous permet d'apporter cela. Donc les sciences cognitives, évidemment, nous apportent énormément de choses pour bien comprendre ce qui se passe. Et la cuisson. Alors là, on vous a raconté qui a inventé la cuisson. Forcément un mâle, un homme, pour manger de la viande. L'histoire des sciences, et mes amis scientifiques sont là, ne cesse d'évacuer les femmes de l'évolution des technologies. Un jour, un professeur à l'université de Nice avait sorti Voltaire qui a introduit Newton en France. J'ai dit non, elle s'appelle Émilie du Châtelet, mon gars. Non mais ça n'arrête pas, quoi. Non mais je veux dire, il y a mais attendez, on verra, ça a des conséquences énormes aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Ce genre de bêtises. En attendant, c'est peut-être une petite fille qui a gratté 2 silex au fond de la grotte qui a mis le feu. Mais ça reste une invention. Ce qui est important, à partir de là, il faut être darwinien, il faut distinguer ce qui est de l'invention et sa captation qui devient de l'innovation. Et c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure avec le gène. Le gène aurait pu muter pour la vision colorée, s'il n'avait pas été sélectionné, ça aurait resté donc de la variation, et ça n'aurait jamais été une adaptation. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans des mondes darwiniens, où d'ailleurs, trop souvent, je ne citerai pas les noms, parce que c'est des gens très responsables qui ont encore du pouvoir, il y a beaucoup de confusion dans beaucoup de discours entre l'invention et l'innovation. À partir de là, il faut bien distinguer les deux. Et surtout, la cuisson, qu'est-ce qui va se passer ? La viande crue, voilà, carpaccio, tartare, ça passe très bien. Tant que la viande est fraîche. Maintenant, carpaccio de patates crues, vous allez mastiquer comme des dingues, ça va tomber dans l'estomac, il va falloir envoyer plein d'énergie, le petit coup de pompe après le repas pour dégrader, notamment l'amidon, et là, c'est fatigant. Eh bien, la cuisson, ça dégrade l'amidon, ça restitue 16 fois plus d'énergie, et par ailleurs, ça détoxifie les plantes, etc. Moi, quand j'entends les post-Babacool qui disent « la nature est bonne, on peut aller dans les forêts et se nourrir avec des feuilles », je dis « t'appelles les urgences avant ». Parce qu'il y a une guerre de coévolution entre les plantes et les singes et les chenilles qui est absolument démente. C'est l'enfer vert. C'est une guerre chimique dans les forêts. C'est une guerre chimique, ce qu'on appelle les produits chimiques secondaires. Donc tout ça coévolue évidemment. Alors, vous voyez, c'est quand même intéressant la coévolution, parce que il y a 2 types de singes, c'est pour ça que j'en ai parlé rapidement. Vous avez ceux qui mangent des feuilles. Alors si j'étais un arbre, alors je vais faire mon Bernard Werber, là, l'arbre pense. L'arbre, il est tout à fait content de voir débouler les singes qui mangent des fruits. Parce que voilà, les singes arrivent, concentration de vitamines, de fructose, et ils vont distribuer les graines. Il n'a pas conscience évidemment. Par contre, l'arbre touche pas mes feuilles. Hein. Donc là, par contre, les arbres vont se défendre. Et Jean-Marie Pett, on avait très bien parlé, quand vous avez des chenilles qui attaquent des arbres, ils communiquent par les racines, justement, pour développer leur puissance, leur défense chimique. Donc voilà, c'est ça la coévolution. Vous voyez, c'est extraordinairement complexe. Et donc là, les conséquences, ça va être notre cerveau. Notre cerveau, vous savez, là, à l'âge adulte, c'est 20% de notre métabolisme quotidien. Et grâce à Monsieur le maire et à l'organisation, vous allez être à 25, c'était pendant 2 jours là. Et donc, il y avait un plafond physiologique pour le développement du cerveau, et le cerveau va se développer. Alors, à partir de là, attention, j'ai pris un discours très lamarckien dans ce que je viens de dire. Dans l'évolution, c'est pas parce que c'est arrivé que ça devait arriver. Mais c'est arrivé. Donc, voilà. Et à partir de là, évidemment, ça va être une conséquence absolument extraordinaire, parce que la taille corporelle va augmenter de 15-20 cm rapidement. Les Homo erectus, je veux dire, c'était des robustus, ces gars-là. On met en première ligne de rugby des Homo erectus. Là, je peux vous dire, les All Blacks ne voient pas la balle. Non, ces gars-là, ils avaient des squelettes avec des corticales, notamment au niveau du crâne, 2 fois plus épaisses. Ils avaient des os 2 fois plus gros que les nôtres, pour la même taille corporelle. Donc, ça y allait, quoi. Et on a reconstitué à quelle vitesse ils couraient. Hein. Ils faisaient plus de 100 kilos, ils couraient plus vite que Usain Bolt. C'est absolument... Et on va voir pourquoi on s'est gracilisé. Donc tout ça, évidemment, ça va changer le monde. Et aujourd'hui, ces histoires de métabolisme sont très importantes. Par exemple, pourquoi les petits-enfants mangent autant ? Vous savez que la taille de notre cerveau adulte, on l'a à 6 ans. Donc la taille du cerveau chez un jeune enfant,
consomment relativement beaucoup plus d'énergie par rapport à la taille corporelle que chez un adulte. C'est pour ça qu'ils bouffent tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut leur donner des goûters, des trucs comme ça, parce que sinon c'est pour leur cerveau, voilà. Mes petits-enfants disent « Papa, papy, pour ma cognition, je peux avoir un gâteau ?» D'accord. Et donc tout ça, évidemment, fait que nous avons des bouleversements, et tout ce qu'on redécouvre aujourd'hui en médecine et qui est tellement important entre le microbiote, le microbiome et l'écosystème, tout ça, c'est une même évolution qui commence il y a 2 millions d'années et qui continue aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas vu. Maintenant, rapidement, les grandes étapes. À chaque fois que vous avez ce faisceau d'éléments, comme je vous l'ai dit, eh bien là, vous voyez, c'est Homo sapiens. Donc là, c'est... alors, il y a des langages déjà, hein, je vous l'ai dit, mais c'est vraiment l'éclatement des langues que l'on voit par l'expression... dans le monde entier, hein, en Australie, en Afrique, en Amérique du Sud, partout. Ça éclate partout. Ça n'a pas commencé en France, même si la France y participe avec ses belles œuvres. Des nouveaux moyens de transport, de gros cerveaux, ces politiques supérieures. Là, ils inventent des techniques pour la maîtrise du feu, et là, c'est passionnant. Vous voulez voir comment le monde d'aujourd'hui bouge ? Regardez ce qui se passe dans la cosmétique. Cosmétique, c'est la même étymologie que cosmos. Nous sommes les seules espèces qui sont capables de changer leur apparence par les tatouages, les maquillages, les coiffures, les habits, les habitudes. Nous sommes les seules espèces. Sur injonction sociale, sur plaisir personnel, sur volonté, sur les tabous, les obligations, qu'importe. Nous sommes, nous les humains, les seules espèces qui modifient leur apparence physique et corporelle. Et ça, c'est profondément culturel. Nous sommes des espèces cosmétiques. Et cosmétique et cosmos, évidemment, c'est la même étymologie. Et vous voulez voir ce qui se passe dans le monde, en termes de technologie, regardez ce qui se passe dans le monde, notamment en France. Nous avons de très belles industries. L'Oréal est, je ne fais pas de la pub, mais ils sont vraiment très bons. Et là, en fait, les fours n'ont pas été inventés pour cuire le pain. Ils ont été inventés, vous savez pourquoi ? Pour cuire l'argile et faire des statuettes. La créativité, les émotions, l'art, comme le biface qu'on a vu tout à l'heure à 2 millions d'années, sont parmi les éléments majeurs de l'innovation, ce qu'on avait oublié avec les nécessités qui étaient là de la révolution industrielle. Et Homo sapiens, il y a quand même un truc nouveau. Jusqu'à 40 000 ans, nous les Homo sapiens, nous sommes en Afrique, Néandertal étant en Europe et Russie, et les fameux hommes et femmes de Denisova que nous avons sur l'extrême Asie. Tout ça, ça bouge, ça se rencontre, ça change des gènes, ça se tape sur la figure, ça se marie, voilà, c'est les humains. Jusque-là, ça a toujours été comme ça dans la ligne humaine. Et, en gros, jusqu'à 50 000 ans, personne ne prenait le pas sur qui que ce soit. Quand il faisait froid, tout le monde descendait, quand il faisait chaud, tout le monde remontait, mais grosso modo, vous voyez, chacun gardait ses territoires. Là, Homo sapiens lambodien, c'est-à-dire vous et moi, émerge vers 100 000 ans, il commence à sortir d'Afrique, et il va aller très vite. Il va aller très vite, parce qu'en plus, il navigue. Ça fait 100 000 ans que les hommes naviguent. Alors, j'étais très content hier quand on parlait de l'ANECA, si je ne me trompe pas, c'était ça, ouais. Voilà. Eh bien, ça fait très longtemps qu'ils regardent le ciel, qu'ils savent naviguer. Et on va être en Australie, et peut-être même en Amérique du Sud. Les données viennent d'arriver, avant d'être en Europe. Comment se fait-il ? Évidemment, on sort d'Afrique, on va vers le nord, mais là, il y a quelqu'un qui est quand même super bien installé, qui est super costaud, qui a un cerveau plus gros que nous, qui s'appelle Néandertal. Donc Néandertal nous empêche d'avancer vers le nord. Et donc les hommes vont se déployer extrêmement rapidement vers l'est, comme vous voyez en haut à droite, et du coup, on va se retrouver en Australie avant d'être en Europe. Petit à petit, on va avancer, et là, ça pose une question qui montre comment nos amis cosmologistes ont des ancêtres très anciens, puisque imaginez maintenant, petite expérience de pensée, comme on dit en physique, imaginez que vous êtes sur la mer de Timor, donc complètement à l'extrême est de l'Asie, et là, c'est la mer devant vous. C'est 80 km de mer. C'est-à-dire que, quel que soit le niveau des mers, vous avez 80 km pour aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Pas Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Guinée. Donc c'est l'inconnu absolu. Qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes, et il y a plusieurs vagues, ont décidé de faire des bateaux, et on a fait des expériences, ça marche très bien, pour aller vers l'inconnu absolu. Parce que la conquête de Mars, c'est quand même extraordinaire. Notre ami Francis Rancard en parle, mais on sait où est Mars. C'est un problème technique. Et le problème technique, c'est de revenir. Et là, vous avez des hommes et des femmes qui ont décidé de partir sans savoir s'il y a un retour possible et vers l'inconnu absolu. Donc vous voyez, cette magie qui nous agite, nous les... C'est pour ça que la cosmétique, l'art et les modes de représentation du monde sont tellement importants dans la ligne humaine, qui est tout à fait particulière, parce que jamais, aucune espèce n'a jamais fait ça. Partir vers l'inconnu
absolue. Alors évidemment, quand c'est arrivé dans les Amériques, les mastodontes n'ont pas apprécié. Vous savez quel est le meilleur film sur la conquête de l'Amérique du Nord? C'est L'Âge de glace numéro 1. Non, mais le film est absolument génial d'ailleurs, il est très bien documenté. Et là, vous avez des mammifères qui ont évolué, qui n'ont jamais évolué avec les hommes, et les hommes qui sont des prédateurs absolument redoutables, évidemment. C'était une extinction rapide. Et vous savez quoi? L'extinction des mégafaunes, c'est-à-dire des gros mammifères d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud d'ailleurs au passage, eh bien, ces animaux qui ruminent, qui pètent, qui envoient du méthane. Eh bien, une étude qui a été publiée par des Américains il y a 5 ou 6 ans montre que l'extinction massive, brutale de tous ces gros mammifères qui ruminaient, qui pétaient et qui produisaient des gaz à effet de serre, eh bien, effectivement, ça fait un petit refroidissement qui a été mesuré dans les carottes de glace. À confirmer, mais les impacts de l'homme sur la biodiversité sont extrêmement anciens. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, ça s'est incroyablement accéléré. Maintenant, les mauvaises nouvelles. On nous a raconté les civilisations, l'agriculture, c'est la modernité, les hommes produisent leurs aliments, donc voilà, à partir de là, nous acquérons notre indépendance par rapport à la nature. Et là, une fois de plus, pardonnez-moi, je vais me répéter, mais vous avez un ensemble de faisceaux d'éléments qui sont le langage, les premières cités, les céramiques, nouvelles relations sociales, nouveaux statuts des femmes comme à chaque fois, art, etc., et nouveaux matériaux, comme vous le voyez en bas à gauche. Sauf que les conséquences ont été extrêmement brutales. Ça, c'est des études très récentes qui ont été publiées il y a 3 ou 4 dernières années. On a comparé l'évolution donc morphologique, taille et la forme donc, des populations qui restaient des chasseurs-collecteurs donc vers 12-13 000 ans avant aujourd'hui, et l'émergence des sociétés agricoles. Et là, on s'aperçoit que rapidement, pour les sociétés agricoles, c'est l'invention donc de nouvelles activités qui sont le travail et de nouvelles postures. Et moins d'activité physique de chasseurs-collecteurs, donc athlétiques. Eh bien, on voit rapidement que les chasseurs-collecteurs continuent à conserver évidemment leur capacité physique extraordinaire et donc un cerveau plus gros que le nôtre. Et ça, c'est Cro-Magnon, c'est vous et moi. Tandis que les populations agricoles, on voit la taille corporelle diminuer, on voit la robustesse musculo-squelettique diminuer et la taille du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, Cro-Magnon, qui est vous et moi, eh bien, d'abord, il était plus costaud, pas forcément plus grand, mais plus costaud, et surtout avec un cerveau de 1500 cm3, 1550, et nous sommes à 1350, et ce n'est que depuis la Seconde Guerre mondiale que nous avons récupéré la taille corporelle, mais par contre, on n'a pas récupéré les 200 cm3 de cerveau. Pour vous en convaincre, regardez les débats à la télé. Donc tout ceci était extrêmement rapide, et c'est là qu'on revient évidemment à la coévolution et à mon collègue Samuel qui est là, c'est que les singes n'ont jamais mangé de céréales et ces nouveaux modes de production, ces nouvelles nourritures vont entraîner des sélections darwiniennes sur notre génome. C'est-à-dire on a longtemps cru que nos cultures, nos techniques allaient se dégager des processus de la sélection naturelle. Au contraire, ce que mangeaient nos ancêtres, leurs choix alimentaires, ont façonné nos génomes. Et un des exemples, c'est le favisme, la concentration donc de moins de diversité alimentaire. On voit la diversité alimentaire diminuer à cette époque-là. Et à partir de là, en effet, vous avez 2 choses. C'est qu'on dépend des nourritures, de leur stock. Ça va aussi entraîner des changements d'habitat, comme vous le voyez à Çatalhöyük qui est ici. Et là, c'est un bonheur, vous n'avez pas idée, pour les bactéries et les virus. Évidemment. Nous sommes issus de peuples agriculteurs qui sont du Proche-Orient, qui sont arrivés en Europe vers 6000 ans avant Jésus-Christ. Et il y a eu un deuxième mouvement qui venait des Grandes Plaines avec les premiers éleveurs. Et eux, en fait, quasiment 80% de nos gènes viennent de là. Et ces éleveurs, eux, par contre, consommaient du lait. Et là, la capacité... Alors ça, c'est canonique dans notre domaine, en termes de coévolution. C'est évidemment les enfants qui n'avaient pas, par diversité génétique, la capacité de digérer le lait, eh bien, étaient éliminés. Surtout après le sevrage, bien évidemment, après le sevrage. Et là, en effet, ça, pardonnez-moi pour l'expression, mais ça a salement écrémé, parce qu'évidemment, la sélection naturelle joue sur les enfants. Et d'ailleurs, regardez, nous en sommes encore les héritiers. Quand vous regardez un film suédois, comme la série Millennium, ou des films américains, le soir, les gens chez eux boivent un verre de lait. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les héritiers de ces peuples agriculteurs, et dans les pays du Nord, ils ont gardé une plus grande fréquence de gènes qui permettent de dégrader la lactose. Par contre, nous, dans le sud de l'Europe, à Saint-Tropez, c'est pas un verre de lait, c'est plutôt autre chose, dans des petites bouteilles sympas.
Parce que dans le sud de l'Europe, nous avons moins la capacité, évidemment, de digérer le lait, surtout à l'âge adulte. Eh bien, aujourd'hui, en effet, le retour des allergies au gluten, etc., sont des conséquences de ces périodes-là. Donc, vous voyez, nous sommes encore inscrits dans ces éléments. Et évidemment, ça va être également les grandes épidémies. Et par exemple, les maladies infantiles d'aujourd'hui, que nous connaissons bien, sont les héritages, justement, de cette coévolution, cette fois-ci avec les agents pathogènes que nous avons donc hérités de nos ancêtres agriculteurs et éleveurs. Parce que les agriculteurs chinois et européens et du Proche-Orient ont pris la décision de faire entrer des animaux dans les maisons, avec leurs agents pathogènes. Et nous avons coévolué avec les agents pathogènes de ces animaux, dont une partie aujourd'hui s'exprime au niveau des maladies infantiles. Donc tout ceci, évidemment, a été très important pour nous. Voici les conséquences, pardon, j'ai mal classé. Vous voyez, à droite, c'est un agriculteur, donc c'est vous et moi. À gauche, c'est Cro-Magnon. C'est la même espèce. Regardez les différences de robustesse squelettique. Et regardez, vous avez en haut à droite, vous avez le crâne d'Homo sapiens actuel, et derrière le crâne d'Homo sapiens, qui était l'homme de Cro-Magnon, qui a peint Lascaux. Vous voyez un peu? C'est assez spectaculaire. Et ça, on sait depuis peu de temps. La Renaissance, pareil, on reprend... Alors 5%, pardon, que les pourcentages, c'est le pourcentage de population urbanisée. Donc suivez aussi ce fil-là. Regardez, nouveaux moyens de communication, c'est l'imprimerie, Gutenberg, philosophie moderne, rationalité et les sciences modernes. Évidemment, on en a parlé, Galilée, Kepler, etc., Newton. Cerveau de plus en plus relié. Alors là, vous pouvez remercier les scientifiques. C'est quand même, dans le genre cerveau relié, on est quand même les meilleurs du monde. Hein, la science ne peut pas exister sans l'échange de communication, etc. Les nouveaux moyens de production, c'est le début des révolutions industrielles avec donc l'hydraulique et le textile. Nouveaux moyens de financement, donc merci les Italiens, donc c'est la lettre de change, bientôt le chèque. Vous avez toujours une classe sociale qui va se déployer à cette occasion-là, qui existait déjà, là c'est la bourgeoisie commerçante. À chaque fois des changements de gouvernance et évidemment des rapports au monde nouveau, parce que la Renaissance était assez intéressante à cet égard, puisque par rapport au Moyen-Âge, il y a eu un rapport à la nature, aux animaux, qui était très différent de celui qu'on avait auparavant, et évidemment de nouveaux enjeux de société. Et les conséquences, ça va être évidemment les grands voyages. Et là, regardez comment l'héritage de l'évolution des agricultures a été, à partir de 1492, un choc. 1492, c'est à partir de là que l'humanité perd la plus grande diversité qu'elle avait jamais eue génétiquement et culturellement et linguistiquement. Pourquoi? Bien évidemment, nous les Européens qui débarquons avec tout notre bagage épidémiologique qui était hérité des animaux qui avaient coévolué avec nous, les agents pathogènes, nous avons les agriculteurs les plus extraordinaires du monde qui sont les Amérindiens, mais qui, eux, n'ont jamais fait rentrer les animaux dans les maisons. Donc, résultat, en un siècle, 90 millions d'Amérindiens qui disparaissent. Vous voyez, quand on regarde l'évolution, notre histoire à travers l'évolution, ça prend un autre sens. Révolution industrielle, pareil, même faisceau, je sais que je suis rébarbatif, mais c'est quand même, c'est pas l'idée de progrès. Là, vous avez tout devant vous, je vais pas les citer, vous connaissez bien. Et à chaque fois, donc, c'est les banques, c'est le capitalisme, très bien analysé par Karl Marx pour cette période-là, et l'émergence d'une nouvelle classe sociale, les industriels, le prolétariat. Donc, les analyses de Karl Marx pour cette époque sont tout à fait remarquables. Et évidemment, à chaque fois, nouvelle conception de la nature. Et là, c'est les théories darwiniennes de l'évolution. Donc, on a un ensemble d'éléments qui impactent l'évolution de nos sociétés. Mais évidemment, ces sociétés changent très vite. À chaque fois, déploiement démographique. Et regardez, donc, c'est l'invention donc des cités industrielles et les pollutions commencent à intervenir. Et là, on tombe sur un exemple canonique que nous connaissons depuis très longtemps dans le champ des théories de l'évolution. C'est comment les pollutions ont affecté l'évolution de la biodiversité. Donc, il y avait les bouleaux, vous savez, sont des arbres qui ont des écorces claires. Et les phalènes des bouleaux sont des papillons qui se mettent sur les troncs du bouleau. Et vous avez, par variation, des papillons clairs et des papillons sombres. Et avant la révolution industrielle et ces pollutions avec la suie qui s'est posée sur les troncs, eh bien les papillons qui étaient sombres, évidemment, se faisaient choper par les oiseaux plus facilement que ceux qui étaient clairs parce qu'ils se confondaient évidemment avec la couleur du tronc. Eh bien la pollution s'accumule et là on voit cette fois-ci donc que la population, la fréquence des individus sombres augmente avec la pollution au détriment des populations des individus clairs et depuis qu'on dépollue, on a un retour à nouveau. Voilà. Et là, tout ça évidemment, ça affecte, là c'est l'exemple canonique qu'on connaissait depuis longtemps, depuis 40 ans, et ça continue. Et hier, on a évoqué les volcans. Avez-vous entendu parler de l'éruption du volcan Tambori en 1815 ? Quelqu'un connaît ?
Ok. La révolution industrielle avait déjà commencé avec un groupe de chercheurs absolument géniaux et d'entrepreneurs, avec le grand-père de Charles Darwin, avec Adam Smith, avec Matthew Boulton, James Watt, Josiah Wedgwood. En fait, ces gens-là, ils étaient 20, je rentre pas dans les détails, mais entre la révolution française, américaine et la révolution française, ils ont inventé le monde moderne. Pourquoi on les a oubliés? Parce qu'il y a eu un choc terrible, c'était de l'éruption volcanique du Tambori ou Tambora, on dit les deux, en 1815. Et quand un volcan, et ça a été dit hier, crache, tentez bien, vous savez que les poussières montent à 10 000 mètres et font le tour de la Terre. Et là, ça a affecté toute la bande tempérée, notamment de l'hémisphère nord, et on a appelé ça en Europe l'année sans été. Il a gelé au mois d'août. Les Allemands parlent de l'année des mendiants. En Angleterre, c'est une des premières grandes famines, et vous savez quoi, les conséquences? C'était tellement dramatique en Europe qu'il y a eu tellement de gens qui sont morts de ça, des conséquences de malnutrition, pas de production et puis maladies respiratoires, que jusqu'à 1815, en fait, c'était les églises et toute leur communauté qui aidaient les pauvres. Et bien à partir de là, les États vont commencer à engager des politiques d'assistance donc au niveau social. Ça a été absolument brutal. Et la conséquence, c'est qu'on a perdu Waterloo. Parce que la cavalerie française, qui était absolument excellente, n'a pas pu manœuvrer à Waterloo parce qu'il y avait de la boue partout. Et vous savez, les Anglais, que ce soit au rugby ou au champ de bataille, ils sont meilleurs dans la boue que nous. Donc, et là, en termes de maladie, c'est le choléra. Le choléra qui est endémique du golfe du Gange. Ben, le choléra, parce que les populations ont bougé, s'est diffusé. Et le cauchemar au XIXe siècle, évidemment, des villes, c'était le choléra. Le hussard sur le toit, ça se passe pas très loin d'ici, hein, comme vous le savez. Et voilà une des conséquences donc des volcans dans notre modernité. Et ça, il y a un très bon livre qui a été traduit en français qui s'appelle L'année sans été et 1816. Alors vous savez, les conséquences ont été absolument étonnantes puisque il y a un monsieur qui s'appelle Lord Byron qui quitte l'Angleterre. Il ne sait pas qu'il va jamais y retourner. Il va passer ses vacances, c'est les Anglais qui inventent le tourisme quand même, sur les rives du lac Léman. Et là, il invite ses amis, John Polidori, son amant et médecin, et puis un jeune poète qui s'appelle Percy Shelley, avec une jeune femme qui est sa maîtresse, qui s'appelle Mary Wollstonecraft à l'époque. Et donc, il neige au mois d'août, donc ils s'embêtent. Donc, ils décident de se raconter des histoires qui font peur. Et c'est là que Lord Byron commence à parler des vampires. C'est la première fois qu'on en parle en Europe occidentale, The Vampires. Et chacun son tour doit raconter une histoire qui fait peur. Et c'est au tour de Mary Shelley qui a 18 ans. Évidemment, Mary Shelley, elle s'appelait Wollstonecraft, c'est Mary Shelley après. Et elle avait entendu parler d'un monsieur qui avait utilisé l'électricité pour la médecine. C'est notre autre que le grand-père de Charles Darwin, le premier médecin moderne, Erasmus Darwin. Et donc l'histoire de l'électricité pour réanimer des corps, etc., c'est Mary Shelley qui a 18 ans, et qui faisait partie de ce groupe intellectuel d'ailleurs, qui a eu l'idée d'écrire donc Frankenstein, le Prométhée moderne, et qu'on a intérêt à relire rapidement avec les robots qui déboulent à toute vitesse. Donc, la belle époque, alors c'est le début de la médecine moderne, bien sûr, ça avait commencé un petit peu avant, toujours les mêmes faisceaux, mais là également, on a un peu oublié la coévolution, parce qu'on vient de célébrer les 100 ans de la victoire des Alliés, mais vous savez qu'il y a eu un drame encore plus... alors, c'était déjà terrible, hein, cette horreur de la Première Guerre mondiale, mais c'est la grippe espagnole, qui était la grippe d'abord en Espagne, mais elle vient de Chine, comme toutes les grippes. D'ailleurs, ça a été dit, rappelé, il y a eu un contingent de Chinois qui avait été donc envoyé en Europe donc pour travailler dans les usines et dans les champs. Et ça, la grippe est typiquement une invention des activités humaines. Parce que les paysans chinois, il y a 10 000 ans, 8 000 ans, avaient mis ensemble dans les mêmes fermes, dans la même maison, les oiseaux, les anatidés, qui sont les oies et les canards, qui sont les vecteurs, la souche aviaire, donc les réservoirs naturels de la grippe, qui s'est adapté avec les cochons, donc c'est la source porcine, et le tout, évidemment, avec coopérer avec les humains. Et aujourd'hui, vous le savez bien, surtout que dans cette salle, nous avons une certaine moyenne d'âge, eh bien, vous savez combien la grippe, il est recommandé de se vacciner, et c'est bien un exemple de coévolution. Les activités humaines créent des maladies qu'on appelle civilisationnelles. Et ça continue. C'est pour ça que l'évolution s'arrêtera jamais. Alors, j'ai commencé le livre hier soir de mon ami Samuel Alluson, et vraiment, lisez ce livre, enfin, le mien d'abord, et le sien après. Et vous savez quoi, c'est 70 à 90 millions de morts dans le monde entier. Ça fait plus de morts que l'ensemble des victimes par les armes ou les bombardements des 2 guerres mondiales. Et la ville de Vienne ne s'en est jamais remis. On a pas complètement oublié, mais quand même, ce qu'était la Vienne d'avant la Première Guerre mondiale, c'était le centre intellectuel, artistique, économique, scientifique du monde. Il y avait un dynamisme extraordinaire. Et là, donc, certains sont partis avant, comme Freud.
ou des gens comme Schumpeter ou autres, puis d'autres qui sont restés malheureusement, comme Clint ou ses amis. Vous savez, il y a une belle exposition apparue en ce moment. Et là, évidemment, tous ont disparu à cause de la grippe espagnole. Et Vienne ne s'est jamais remis de ce traumatisme, évidemment, avec d'autres raisons. Donc voilà, l'évolution est toujours là. Alors là, on a les facteurs humains. Alors, nos sociétés modernes, on y vient. Les 30 Glorieuses. Ça, c'est ma génération. Donc, et la vôtre. On a mis 30 ans à s'apercevoir que c'est les 30 Glorieuses, 30 ans à s'apercevoir que c'est fini. Ça, c'est pour les politiques. Et là, on a une évolution comme jamais. On n'a jamais connu une telle évolution. Et pour les plus jeunes dans cette salle, il y en a quand même quelques-uns, on n'avait pas idée de ce que c'était. Mes parents étaient maraîchers ouvriers. Et là, après la Seconde Guerre mondiale, c'est le plan Marshall, et tous les pays issus de la Seconde Guerre mondiale, donc l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, si on comprend le Canada, et le Japon, vont s'engager dans une voie du progrès comme jamais. Et là, ça va passer par l'éducation. L'école jusqu'à 16 ans. Ben ça, c'est génial, parce que moi, mes grands-parents, comme les vôtres, la plupart du temps, travaillaient jeunes dans les mines, dans les usines, ça tassait les caténages de conjugaison, donc on a gagné en temps corporel. C'est aussi une évolution du QI comme jamais. Ça, c'est les travaux de James Flynn, un psychologue américain. Alors, un psychologue américain, c'est pas un psychologue français. Hein. Un psychologue américain, c'est aussi un neuroscientifique. Nous, un psychologue, c'est sorti de la psychanalyse, il est perdu. Hein. Donc, c'est les psychologues américains. Et le QI a augmenté comme jamais des années 60 aux années 90, fin des années 90. Augmentation de la taille corporelle, donc on a retrouvé évidemment la taille de Cro-Magnon. Par contre, on n'a pas retrouvé la taille du cerveau. Personne n'allait imaginer qu'on allait gagner 25 ans d'espérance de vie. Ce qui fait que les conséquences aujourd'hui sont que nous avons 5 générations qui vivent en même temps. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et voilà donc l'ensemble des éléments qui sont donc, une fois de plus, des technologies radio, télévision, donc radio, télévision, Minitel. À chaque fois, des changements de gouvernance, c'est très important, parce qu'on va y revenir. Parce que j'étais à l'Assemblée nationale pour en parler récemment, les démocraties universelles, les cerveaux de plus en plus mondialisés, remercier le CERN notamment, qui nous a donné le web, hein, gratos. Avion, voiture, ah oui, ça peut vous surprendre les jeunes là. Que nous ayons un tel, non, je dirais pas un culte, mais que nous soyons très attachés à la voiture. Je parle pas des gilets jaunes, mais il y a quand même un peu ça. On n'avait pas idée la liberté que c'était pour cette période-là. Et les jeunes qui auront des voitures autonomes, je peux vous dire, ceux qui les doubleront, c'est les baby boomers. On va pas lâcher le volant, nous. On a certainement tort. On va pas lâcher ce machin. Et parce que c'est notre vision qu'on doit modifier. Hein, je vous l'accorde. Évidemment, on justifie pas les retards qu'on a pris avec le diesel gaz. Mais voilà, c'est notre génération. Électricité, pétrole, alliage, nouveaux matériaux, finance, crédit. Ah oui, bah tiens, le crédit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'attendre l'héritage pour développer un projet. Eh ouais, c'est pas banal ça non plus. Donc aujourd'hui, les gens me disent « Ah, il y a plein de nouveaux métiers qui vont avec l'intelligence artificielle. » Vous croyez, quand j'étais jeune dans le champ de mes parents, que je connaissais les métiers qui se terminent en log? Bien sûr que non. Donc ma génération a connu de nouveaux métiers. N'en déplaise à ce cher Luc Ferry, mai 68, c'était quand même assez génial, ça a ouvert les universités, et on a connu cette évolution comme jamais. Ça, c'est absolument incroyable. Alors pourquoi j'ai mis les tontons flingueurs? D'abord, j'aime beaucoup Michel Audiard, parce qu'il avait compris l'importance de la bipédie dans l'évolution humaine. Il avait dit, une brute qui marche va toujours plus vite que 2 intellectuels assis. Donc ça, c'est pour la Sorbonne. Donc maintenant, deuxièmement, ce film est très important d'un point de vue anthropologique et tout le monde l'a négligé. C'est la première fois qu'on a la définition du con. Avant, on ne l'avait pas. Donc, mais le film est de 63. Et les jeunes parlent anglais, ce sont les yéyés. Expression d'Edgar Morin. Et dans ce film, vous voyez ces jeunes qui parlent anglais, c'est les écoles de commerce. Hein. Le terme de marketing n'est même pas arrivé en France à cette époque-là. Et l'année suivante, sortent du même Conseil des ministres le TGV, Airbus et le nucléaire. Général de Gaulle. 4 ans plus tard, c'est mai 68. Et 6 ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing, qu'on peut apprécier ou pas d'un point de vue politique, avec le recul de l'histoire, mais les femmes savent ce que ça veut dire. Et les jeunes aussi. On rentre dans une autre forme de modernité. Sauf que ça n'inquiétait personne.
Personne n'entend l'avertissement du Club de Rome, halte à la croissance, qui est en fait la limite de la croissance, c'est pas tout le même terme. Chaque pétrolier, on se dit, bon, on se démerdera. En gros, on ne voit pas arriver le monde de Malthus. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez que nous ayons une réunion aujourd'hui, mais que nous transposons il y a 40 ans, à cette époque-là, et qu'il y ait des Russes, des Allemands, des Anglais, des Français, des Américains. Et on leur pose la question, qui est le meilleur? Le Russe dira, c'est nous. Parce qu'en plus, les Russes, et les Américains l'ont compris à leurs dépens, étaient quand même extraordinairement en avant jusqu'à la fin des années 60. Et on l'a vu pour la conquête spatiale. Les Allemands ont dit, non, c'est nous. Grâce à l'ordo-libéralisme, qui est leur système tout à fait particulier, que connaît leur système économique. Les Français, le plan. Et ça a marché. Les Anglais, eux, c'était pas bien en ce temps-là. Les Américains, c'est nous. Et vous savez quoi? Tout le monde avait raison. Parce que dans les mondes darwiniens, quand l'écosystème n'a pas de limite, tout le monde peut faire ce qu'il veut et personne n'est sélectionné. La sélection naturelle n'est pas une loi. On a parlé de loi hier, notamment, et de mesures. Si je lâche ce machin-là, vous savez ce qui va se passer. C'est la gravitation universelle, ce qu'on appelle les lois nomologiques, qui contiennent leurs effets et leurs conséquences. La sélection naturelle n'est pas une loi. C'est pas quelque chose qui sévit dans la nature derrière les buissons. Si l'environnement est généreux, il est opulent, aucune sélection n'intervient. Et c'est quand les ressources commencent à être limitées ou un nouveau intervenant comme une espèce invasive déboule que là, la sélection naturelle s'enclenche. Ça s'appelle un algorithme. Ça s'appelle l'algorithme darwinien. Et c'est là-dessus que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Là, c'est moi. Gennevilliers, petite couronne. Mes parents produisaient des radis, des salades. On allait aux halles la nuit. Et il paraît que ça s'appelle les circuits courts. Ça fait marrer quand même. Non ? Et aujourd'hui, je donne à manger dans la même chaise à mes petits-fils. Et regardez ce qui s'est passé. Espérance de vie 25 ans. Alors franchement, ceux qui ont créé la retraite par répartition, c'est génial comme idée. Solidarité entre les générations. Mais ils n'avaient pas pensé qu'on allait gagner 25 ans d'espérance de vie. De la même façon qu'on a inventé le mariage. On ne savait pas que ça allait durer aussi longtemps. La vie sexuelle en moyenne, c'était 15 ans quand ils étaient en forme avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Aujourd'hui, quand ça va, c'est 50 ans, c'est plus le même voyage. Vous voyez, il faut se renouveler un petit peu. Donc, éducation, santé, j'en ai parlé, FEFLIN, taille corporelle, liberté politique, liberté des mœurs, émancipation des femmes, c'est pas encore gagné, mais on avance. Avancée sociale, alimentation, habitat, culture. Écoutez, on n'a jamais connu ça. C'est absolument incroyable. Non ? Si j'avais pensé dans les années 60 que j'irais, comme cette année, réécouter John Baez à Marcillac, ou même Santana, ou les Rolling Stones à Marseille, 75 ans, les gars, une pêche d'enfer, les Rolling Stones, et en plus, ils n'ont pas bu que de l'eau et respiré l'air de la Suisse. D'accord ? C'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Donc, c'est quand même incroyable. Et là, regardez ces acquis en termes de QI, d'espérance de vie, de santé, d'éducation, voilà. Sauf que on avait cru que ça allait continuer comme avant. Et là, je vais arriver malheureusement aux mauvaises nouvelles. Par exemple, depuis que je suis né, les jeunes hommes ont 2 fois moins de spermatozoïdes et la moitié qui reste est 2 fois moins active. On va tout droit vers de réels problèmes. On a parlé des facteurs endocriniens, etc. Hier, on va vers des problèmes terribles de fécondité. Vous savez, on s'est posé la question dans les théories de l'évolution, à quoi servent les mâles ? Question d'ailleurs que se posent les femmes tous les matins. Mais à quoi servent les mâles ? Les mâles sont une réserve de variabilité génétique. Et les testicules, évidemment, sur l'extérieur, sont extrêmement sensibles à l'environnement. Et nous, on le voit bien pour Néandertal. On voit quand Néandertal va disparaître, grâce à nos amis paléogénéticiens, on voit la dégradation de leurs spermatozoïdes. Et donc, le premier indice d'une espèce qui est un peu mal barrée, c'est regarder ce qui se passe du côté des mâles, et notamment leur fertilité et la qualité de leurs spermatozoïdes. Et là, nous sommes peut-être nous sommes déjà engagés là-dessus. C'est pour cette raison, et c'est pas pour rien qu'on est en train de reparler et qu'on parle de plus en plus de GPA, de banque de sperme, de banque d'ovocytes. Nous sommes dans une période, effectivement, dans laquelle les technologies vont jouer un rôle de plus en plus important pour, en partie, peut-être, j'espère qu'on n'arriverait pas là, assurer l'avenir de l'humanité. Alors, les baby-boomers sont encore en forme, alors toujours prêts à rendre service, mais
Et puis, l'urbanisation. Mesdames et messieurs, on ne vous l'a jamais dit, voilà les conséquences, et on le sait maintenant depuis 4 ans, l'OMS nous le dit, nos pollutions sont les premières causes de mortalité, de morbidité dans le monde. 60 à 80 millions de décès prématurés dus aux pollutions, et ce n'est que le début, malheureusement. Donc vous voyez, l'évolution, mes amis, est toujours un compromis. On acquiert des choses, et il y a des choses qui arrivent qui sont formidables auxquelles on n'avait pas pensé, l'espérance de vie, notamment pour ma génération, puis d'autres choses auxquelles on n'avait pas pensé. Pourtant, certains et certaines en parlaient, les conséquences des pollutions que l'on voit là. Et on assiste aujourd'hui à peut-être une régression de tous ces acquis des dernières années. Et en effet, les jeunes générations reprochent effectivement aux générations qui sont la nôtre d'avoir peut-être trop abusé en termes d'écologie, de consommation haute, et ils n'ont peut-être pas trop tort, parce qu'évidemment, aujourd'hui, ce sont de véritables enjeux sur le développement durable, sur l'écologie, évidemment, qui sont essentiels pour l'avenir de nos générations. Je rappelle que l'évolution, c'est le terme de Darwin. Darwin n'aimait pas le terme évolution. Il utilisait que dans la 6e édition de l'origine des espèces, Darwin avait ce terme, et vous allez y réfléchir, c'est génial. L'évolution, c'est la descendance avec modification. Descendance avec modification. Donc nos enfants vont devoir s'adapter dans les modifications que nous avons engagées. C'est pour ça que nous avons une responsabilité intergénérationnelle. Descendance avec modification. Le terme est absolument magnifique. Donc voilà, on en est aujourd'hui, ça va très vite, ces pollutions. Et là, des fois, il y a très mauvaise analyse. Sur l'espérance de vie, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle d'espérance de vie en bonne santé et d'espérance de vie. Il y a des gens qui disent, notamment des transhumanismes, on va vivre 200 ans, 300 ans, etc. Non, c'est une très mauvaise analyse qui n'a pas compris comment se passe l'évolution. On ne connaît personne qui a vécu plus de 120 ans. Bon, il y a Jeanne Calment qui a dépassé un peu de 2 ans, mais on appelle ça dans notre domaine les hétérochronies. C'est-à-dire que vous savez très bien autour de vous, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nous avons donc ce qu'on appelle les paramètres d'histoire de vie, qui sont alors pas le temps de la gestation, mais le temps du sevrage, le temps de l'enfance, le temps de l'adolescence, le temps de l'âge adulte et l'espérance de vie, qui sont extrêmement variables. Extrêmement variables. C'est très variable d'un individu à l'autre, et évidemment, s'il y a variation, c'est de la matière première pour l'évolution. Et ce qu'on appelle les hétérochronies, c'est-à-dire les changements au fil de l'évolution de ces périodes de la vie, au fil des lignées évolutives, eh bien, c'est quelque chose dont on ne connaît pas les gènes. On connaît les gènes, par exemple, pour les structures de l'organisme, qu'on appelle les gènes homéobox, mais on ne connaît pas les gènes qui régulent donc ces périodes de la vie. Donc on pense que c'est de l'épigénétique, et aujourd'hui, on a des conséquences extrêmement rapides. Les anthropologues connaissaient ça depuis longtemps. Plus les sociétés sont abondantes, plus la puberté arrive tôt, notamment chez les filles. Et quand j'étais jeune, la maturité, la puberté chez les filles arrivait au moment du collège. Aujourd'hui, ça arrive à la sortie de l'école primaire. On a donc des changements hormonaux en termes d'évolution, d'ontogénèse, qui sont déjà effectifs. On a une féminisation hormonale des garçons, qui sont liés aussi en partie aux pollutions, etc. Donc ça, on n'en parle quasiment pas, mais c'est en train de changer très très vite, parce que la plasticité, c'est formidable quand ça évolue dans le bon sens, mais la plasticité aussi, ça veut dire que ça peut changer dans l'autre sens. Et aujourd'hui, je trouve que on n'est pas assez vigilant là-dessus, et à part les évolutionnistes et la médecine évolutionniste, on en parle très peu. Et en fait, ce qui s'est passé grâce à ces évolutions depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas déplacé la limite supérieure d'espérance de vie. On a amené une plus grande partie de la population vers la limite supérieure. On n'a pas changé la limite supérieure. On a amené une plus grande partie de la population, et c'était le projet d'ailleurs des Lumières, du progrès, c'est améliorer les conditions de vie au maximum des populations en fonction de ce qu'a légué la nature. Ça, on l'avait oublié. Condorcet l'avait vu, mais ça, on l'avait pas vu par la suite. Et donc, vous voyez, il y a les résultats des pollutions, donc ça va extrêmement vite aujourd'hui. Et nous autres, nous sommes à Saint-Tropez en plus. Attendez, comme vous êtes aux États-Unis, Saint-Tropez, c'est-à-dire on connaît Paris, mais Saint-Tropez passe même avant, dans la géographie mondiale des villes de France. Et là, on n'a aucune idée de ce que c'est, nous, les Européens, de ce que c'est une mégalopole. Sao Paulo, plus de 20 millions d'habitants. Shanghai. Shenzhen, vous connaissez Shenzhen? C'est pas en Chine. San Francisco, San Diego. Boston, Washington, DC. 500 kilomètres que d'urbanisation. Chicago, Détroit. Lagos. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça va donner, tout ça?
ce sont des enjeux de politique et d'évolution absolument considérables. Et nous avons basculé dans ce monde donc en 2007. Alors par contre, c'est pas très clair, pardonnez-moi, mais je vais vous les lire. C'est toutes les maladies auxquelles on a affaire, que les médecins connaissent bien, vous connaissez, les cancers, les désordres neurobiologiques, les problèmes évidemment de stress, les problèmes d'immunologie, les maladies auto-immunes. Vous savez, beaucoup d'évolutionnistes, notamment du côté de Montpellier, excellente école, je dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est vrai qu'ils sont bons là-bas. Aujourd'hui, on pense effectivement que les maladies auto-immunes sont les conséquences de nos systèmes immunologiques qui ne sont pas du tout sollicités. En gros, je dis aux médecins, laissez-nous redevenir malades. De telle manière qu'on mobilise nos systèmes immunitaires. Vous voyez, là, c'est une révolution énorme. Parce que la médecine a fait des progrès absolument inimaginables, parce que sans la médecine, on ne serait pas là tous. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que nous avons eu ce progrès absolument extraordinaire, comme je l'évoquais. D'un seul coup, j'ai fait un aparté, je me perds. J'avais un truc à dire. Là, c'est Alzheimer qui me guette peut-être. Bah tiens, justement, j'en parle. Et là, les systèmes immunitaires, effectivement, qui ont coévolué, comme on l'a vu, avec les choix alimentaires de nos ancêtres, etc., etc. Par exemple, les allergies aujourd'hui extrêmement concentrées, notamment au gluten, sont un retour de cela, parce qu'on mange de moins en moins de nourriture diversifiée, par exemple. C'est pour ça qu'il faut manger diversifié. Voilà une des conséquences. Et sur justement, là aussi, on s'y attendait pas à ce truc-là. On connaît pas les bases génétiques ou biologiques des maladies neurodégénératives. On n'a aucun médicament qui tient le coup face à Alzheimer. Le dernier qui était en cours, qui a été dégagé par l'Agence nationale du médicament. Alors, s'il y a des bases biologiques ou épigénétiques autour des maladies neurodégénératives, c'est tout à fait possible, mais on ne les connaît pas. Ça veut dire quoi? Ça n'a jamais été contre-sélectionné. Pour quelle raison? Parce que les gens se reproduisent avant 40 ans, 50 ans. Et donc, s'il y a des bases biologiques des maladies neurodégénératives, elles n'ont jamais été contre-sélectionnées. Et grâce au progrès qu'on a connu dans les années 50, d'un seul coup, on a gagné en espérance de vie, et d'un seul coup, on s'est trouvé conforté dans cet environnement à la manifestation, ce que personne ne pouvait imaginer, bien évidemment, d'une partie de ces maladies neurodégénératives. Voilà le regard que peuvent apporter les théories de l'évolution avec la médecine. Et pourquoi il y a toujours évolution-adaptation? C'est marqué là. En fait, vous là, et moi, tels que nous sommes la résultante d'un double passé, celui de notre espèce, notre civilisation et notre culture, et celui de votre vie qu'on appelle l'autogénèse. Donc phylogénèse, ontogénèse. Et nous modifier le monde. Donc ça veut dire quoi? Le monde changera tout le temps parce que nous devons aborder un monde nouveau que nous modifions avec ce double passé au moment où nous sommes là présents. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours nécessité d'adaptabilité et qui donne l'évolution. Maladies émergentes et d'autres qui réémergent. Donc évidemment aujourd'hui ça va extrêmement vite. Vous savez, Ebola, par exemple, ça frappe en Afrique, comme vous le savez, mais dans des régions qui ne sont pas très concentrées en termes de population. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'évidemment, le virus tue rapidement. Par contre, Ebola qui déboule à Roissy, là, on va pas être bien. Par exemple, le virus de la grippe, je reviens à la grippe espagnole. En général, les virus de la grippe sévissent, mettent du temps à déclencher les symptômes. Ça, c'est un facteur de sélection, parce qu'évidemment, si le temps des symptômes est assez long, les gens ont le temps de rencontrer les autres et ça favorise la diffusion du virus. Sauf que dans les tranchées avec l'horreur, les soldats mouraient jeunes. Très vite, pardon. Et là, on avait une sélection d'un virus qui a été virulent très tôt. Vous voyez? Ces interactions coévolutives sous couvert évidemment de Samuel, mais je pense que on est là. Et donc, c'est ce qu'aujourd'hui on est en train de connaître une malévolution, mismeasure of man, par exemple en diététique. Alors, s'il y a des domaines où on raconte beaucoup de bêtises, il y en a, mais alors chez les nutritionnistes, c'est du grand art. Ils nous disent, il faut retrouver le régime de Cro-Magnon. Ok, mais les mecs, ils couraient après le mammouth. Parce que là, aujourd'hui, on va chez mammouth. Et là, les conséquences... Non mais attendez, comment on peut pas expliquer par la diffusion génétique darwinienne, le succès reproducteur, la diffusion de l'obésité? Comment l'Amérique est passée en 50 ans à 50% d'obèses? Ça veut dire que les gars ont une libido d'enfer. Et malheureusement, c'est pas très gai. Ce qui est devenu la première source d'ailleurs de... Vous savez que le coût de l'obésité aux États-Unis, ça coûte plus cher que toute la politique sociale et de santé en France. C'est un fléau absolument ahurissant. Et voilà, des conséquences de la plasticité. Et donc, voilà l'évolution qu'on risque d'avoir. C'est quand même assez embêtant. Alors, en bas à gauche, vous savez ce que c'est? Le gars avec le smartphone?
On les appelle les smombies. Contraction de smartphone et zombies. Ma génération, en moyenne, qui a été complètement folle de sport, et puis d'autres choses de point de vue allongé après, dans les années 70, nous avons été très actifs physiquement. Et une évolution culturelle, etc., donc j'y reviens pas. Et aujourd'hui, malheureusement, moi j'ai des amis qui sont en médecine, qui dirigent des départements de médecine, qui me disent, on reçoit de plus en plus de jeunes hommes qui ont tout juste ce tonus musculaire pour tenir une tablette. Non, mais attendez, c'est dramatique. Parce que vous savez que j'ai cru qu'on se moquait de moi. Un médecin me dit, tu sais, on fait de plus en plus d'opérations pour renforcer les muscles de la nuque. C'est la première génération qui a toujours été comme ça. J'ai cru que le gars se moquait de moi, quoi. Et 15 jours plus tard, je suis avec un médecin du travail, il dit, si, je te confirme. Et donc, on a affaire à cela, mais les conséquences sont dramatiques. Parce que le nombre de morts sur la route est en train de réduire, mais vous savez que le nombre de piétons qui sont accidentés ou tués dans les villes augmente de 15% par an. Parce qu'ils sont comme ça. Moi, je suis motard, je ne vais plus à Paris parce que je suis sûr d'en taper un, parce qu'ils ne regardent plus. Dans des villes du Nord, ils ont tracé des lignes jaunes sur les trottoirs pour que les gens puissent marcher et regarder leur téléphone sans rentrer dans un réverbère. Non, mais je plaisante pas. Il y a des politiques en Australie qui pénalisent les gens. Et donc, là, vous voyez, c'est quand même incroyable. Perte d'activité physique, perte de libido. Et là, je suis désolé, c'est pas l'ensemble de la génération. Et aujourd'hui, comme on va le voir, on assiste à une bipolarisation de nos sociétés, qui est absolument dramatique, où une partie de la société continue à aller de mieux en mieux, et une autre partie qui est en train de décrocher à toute vitesse. En termes de libido, de capacité physique, de QI, de robustesse, de sport. Même libido, j'ai des sexologues qui me disent, tu sais, je vois des jeunes de 30 ans, ils n'ont aucune appétence sexuelle. Revenus sous l'œil des années 70, c'est un peu surprenant. Hein? Donc, alors là, ça va très mal. Parce que ça, c'est tabou en France. C'est une étude de The Economist, une étude internationale, qui montre aujourd'hui, notamment en Amérique, mais ça va venir chez nous, parce que ça arrive après, on ne sait plus quoi faire des populations de jeunes hommes qui sont sortis du système scolaire, qui sont inemployables, inadaptés, et qui sont plus capables d'avancer. On va connaître une crise majeure avec une partie des jeunes hommes qui sont complètement en dehors du mouvement de nos sociétés qu'on essaye de définir. Et voilà le monde dans lequel on vient, et vous avez compris comment ça fonctionne maintenant, bien sûr. Nouvelles technologies, les MOOC, même nous, le métier d'universitaire, j'en parlais avec Christophe Gaspard. Moi, je me souviens, Yves Coppens, que vous connaissez bien, ou d'autres, c'est nos grands aînés, donc ils arrivaient, ils s'asseyaient, ils faisaient une conférence, on les écoutait. Ma génération est un peu plus mobile, elle est debout, etc. Maintenant, vous avez les conférences TEDx. Mais en plus, c'est nouveau. Si je vous sors un truc, je vais faire mon intello, vous pouvez prendre votre smartphone et vérifier si ce que je raconte est vrai maintenant. C'est une révolution totale sur l'information, sur la manière de faire les conférences. Et là, bon, je fais aussi des conférences genre TED, mais je vois des jeunes, par exemple, quelqu'un qui est assez connu, qui s'appelle Idriss Aberkan, lui, il connaît très bien son public. Il a une façon de faire les conférences qui a rien à voir avec celle que vous avez vue ici pendant ces 2-3 jours. Donc tout ça, tout le monde change. Alors innovation pas industrielle, mobilité urbaine, aujourd'hui, c'est pas aller de plus en plus vite, mais ce qu'on appelle donc les smart cities, énergie renouvelable, crowdfunding, big quants. Alors on n'y allait plus, les big quants c'est foutu, mais néanmoins c'est les technologies blockchain. Gouvernance mondiale, regardez la mode, regardez ce qui se passe, notamment dans le défilé de mode. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe, vous avez déjà une vision du monde de demain tel qu'il va se faire. Et donc, d'un point de vue économique, nous sommes rentrés dans le 5e cycle de Schumpeter-Kondratiev. Kondratiev était un économiste russe il y a un siècle. Si, il y a eu des économistes russes. Et là, il avait constaté qu'il y avait des cycles. Vous voyez, ils sont devant vous, là. Et c'est Joseph Schumpeter qui, un siècle, 50 ans plus tard, va apporter l'explication, qui avait compris que l'essence du capitalisme, pour qu'il continue à évoluer, c'est la course à l'innovation et les nouvelles technologies. Donc à chaque fois, vous voyez ces vagues qui sont là, et nous sommes, nous, à partir de 2000, avec l'impact donc d'Internet et bientôt le smartphone, rentrés dans le 5e cycle de Kondratiev-Schumpeter. C'est-à-dire que nos technologies bousculent complètement nos sociétés. Alors Karl Marx l'avait bien vu, la société lunaire avant, avec Erasmus Darwin, ils avaient compris que quand on change les modes de production et de distribution, eh bien on change la société. Et là, évidemment, c'est une analyse marxiste, post-marxiste, mais qui tient aujourd'hui. Et je vous donne un exemple qu'on n'avait pas vu venir. C'est une étude du MIT.
sous la direction de deux personnages assez connus maintenant en France, qui sont Andrew McAfee et Bryn Jefferson, Eric Bryn Jefferson, qui sont deux profs du MIT, dont les livres sont traduits sur Odile Jacob, qui s'appelle un, Le second âge des machines, l'autre, Machine, plateforme et foule. Je vous vraiment conseille de lire ces livres parce que c'est vraiment le monde dans lequel on est. Et là, ces quatre courbes que vous voyez en bas à droite sont très intéressantes. Ces quatre courbes étaient ensemble jusqu'au début des années 80. C'est là que ça commence en bas à gauche. La courbe bleue, c'est la courbe qui exprime en Amérique du Nord l'augmentation des revenus médians, on va dire moyens pour faire simple, des ménages. Et les nouvelles est bonne, puisqu'on commence à 100 en 1980, à droite on est en 2015, on passe à 200. Donc les revenus médians des ménages en Amérique du Nord ont été multipliés par 2. Mais au-dessus, c'est la courbe verte. C'est la création d'emplois. Il s'est créé plus d'emplois que de revenus médians. Commencez à voir le problème ? Ça commence à toucher les classes moyennes. La courbe rouge, c'est le PIB, donc la richesse des pays. Et la courbe grise, c'est la productivité, notamment avec l'informatique et la robotique. Commencez à comprendre pourquoi maintenant on veut taxer les robots pour payer les revenus universels ? Ben, ça vient de là. Grand débat en Californie, débat que nous avons en Europe maintenant. Alors j'adore nos copains américains, parce que quand il y a un gros problème, ils prennent toujours un terme français. Le grand découplage. Ce qui veut dire que bientôt, peut-être dans la merde. Et oui, et ce grand découplage, on n'a pas su d'où il venait. Bien vient de l'arrivée de la micro-informatique. Et c'est pour cette raison que je me suis permis de parler de ma jeunesse. Parce que quand on est dans des milieux populaires, et qu'on va faire des études, c'est souvent des bac+2, bac+3. Donc des métiers techniques. Et quels sont les métiers qui sont les plus impactés par les nouvelles technologies? Ce sont les métiers techniques. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Monsieur Obama a failli ne pas se faire réélire, parce qu'à l'époque, il y avait des manifestations « Save the Middle Classes ». Et il y a un très beau film là-dessus. C'est Grand Torino de Clint Eastwood. Ce film absolument magnifique montre comment toute une société et les classes moyennes ont émergé dans le mouvement des Trente Glorieuses. Et cet homme qui, évidemment, a réalisé une partie du projet donc des Trente Glorieuses, c'est-à-dire une famille, un pavillon, la voiture, un patrimoine, eh bien, s'aperçoit que son monde a complètement changé. Et regardez ce film, regardez-le à nouveau à la lumière de ce que je viens de vous dire. Et là, et ce que remarque ce personnage, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre au niveau politique aujourd'hui, au niveau international. Et là, d'où ça vient? Ben, c'est la micro-informatique. Mais qui pouvait se payer un micro-ordinateur il y a 35 ans? Donc on l'a pas vu venir, parce que c'était progressif. Par contre, on l'a vu arriver avec le smartphone. Parce que là, c'était incroyablement brutal. Et c'est là que l'évolution nous intéresse. On revient à Darwin et au pinson des Galapagos. Darwin avait constaté que sur chaque île, la taille moyenne du corps et du bec changeait d'une île à l'autre. Bon, les statistiques ne sont pas inventées à cette époque-là, ça viendra 15 ans plus tard. Mais néanmoins, son ami ornithologue, John Gould, lui dit « Mon ami, vous avez différentes espèces ». Alors Darwin, ça avait fructifié déjà son idée, bien sûr, mais Digling, il sait que depuis une population ancestrale venant du Chili, il y a eu diversification adaptative en fonction des conditions locales sur chaque îlot. Depuis 30 ans, un couple de chercheurs remarquables, Rosemary et Peter Grant, se rendent au Galapagos, et là, étude longitudinale, donc année après année, il suit l'évolution de la taille du bec et du corps. Et là, vous avez la courbe en haut à gauche, la fameuse courbe de Gauss, avec une belle moyenne, un faible écart type, et là, vous vous dites, et vous avez raison, waouh! Les pinsons sont super adaptés aux conditions de leur environnement. D'accord. Interro surprise du dimanche matin. Ces populations très bien adaptées à leur environnement voient leur environnement changer. Quelle est la partie de la courbe qui va être affectée? Le centre ou les périphéries? Allez, faut pas se dégonfler là. Le centre. Ben, vous savez, une personne sur deux me dit les extrémités. Quand le monde change, ce sont les mieux adaptés qui sont affectés. Et vous passez du dromadaire au chameau. C'est la bipolarisation. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre au niveau mondial. La détérioration des classes moyennes fait qu'aujourd'hui dans le monde, on n'a jamais eu autant de milliardaires, de millionnaires dans le monde. Les études sont très claires. Les plus pauvres sont moins pauvres qu'avant. Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est la répartition des richesses. Aux États-Unis, 1% de la population, 98% de la richesse. Chaque jour, il y a un nouveau milliardaire chinois.
La France, avec son système de répartition, néanmoins, est le pays qui est le moins inégalitaire. C'est le pays où on n'a pas le plus de milliardaires, mais le plus de millionnaires. C'est quand même intéressant. Mais il y a quand même des inégalités. Et là, ça veut dire quoi? Eh bien que la traduction, elle est dans les élections qu'on est en train de vivre. Elle est dans les mouvements des Gilets jaunes. C'est-à-dire que depuis l'élection d'Obama où ça se profilait, mais surtout le Brexit était le premier signe. Et là, je vous assure, je mens pas. Dans mon dernier livre sur Odile Jacob, Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots, j'avais prévu toutes les élections qui ont suivi. Pourquoi? Parce que d'un point de vue évolutionniste, on a une détérioration des classes moyennes et à partir de là, vous avez donc des gens qui croient plus en l'avenir et des gens qui y croient. On n'a plus de vision de progrès. Le grand soir de gauche ou de droite, plus personne n'y croit. Et c'est pour ça que ce progrès n'est plus là, comme j'ai dit tout à l'heure. On est dans un monde qui change, mais personne ne sait où on va. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'à chaque fois que ça changeait, on cherchait une gouvernance. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Nous n'avons pas de grands projets politiques pour ce monde qui change. Nous sommes les acteurs et nous n'avons pas de vision, à part les transhumanistes et les post-humanismes. Alors là, c'est une autre histoire. D'accord? Donc les 10 ans qui viennent vont être absolument fondamentaux, parce qu'on a ce changement absolument radical. Et regardez ce qui s'est passé avec le Brexit. Et c'est là que l'éthologie est intéressante. L'étude des singes, notamment, et leur comportement. Donc je vais jouer avec Samuel et Dominique. Non, j'ai joué qu'avec Francis, mais je vous retrouve après. Bon, Francis, jeu de l'ultimatum. On va être tiré au sort, lui et moi, un ou deux aura la main. Et celui qui a la main aura une somme d'argent, centaines d'euros, et va proposer un partage à l'autre. Si l'autre accepte le partage, on part avec. Si l'autre refuse, on part avec rien. Donc, je suis tiré au sort, après tout, je suis une invité. J'ai une centaine d'euros et je propose un partage à Francis. Et je lui dis, bon, Francis, il est quand même très sympa, hein, mais je le vois pas souvent. Noël arrive, j'ai besoin d'argent. Je garde 80, j'en propose 20. Et j'ai l'impression d'être cool. Francis va se dire, le paléanthropologue, là, il se croit sympa. Enfin, quand même, il se fout un peu de moi, parce que je l'ai invité. Il garde 80 euros, il m'en propose 20. Eh bien là, je vais lui dire non. Et là, d'un seul coup, vous passez d'un jeu, je gagne beaucoup, il gagne peu, à un jeu, tu vas perdre beaucoup, et moi, je perds quasiment rien. Et le Brexit, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a entendu les commentaires en disant les classes populaires, dans les campagnes, ils ont eu des fronts structurels de l'Europe. Ouais. C'est pas ça la question. C'est qu'ils avaient l'impression d'avoir 20 et que la City avait 80. Et aujourd'hui, l'éthologie, le comportement des singes nous servent dans ce qu'on appelle l'économie expérimentale et économique. Et là, j'arrive à l'autre jeu entre Samuel et Dominique et moi. Je suis un sage capucin. Très intelligent, mignon, adorable. Enfin, c'est moi. Et là, j'ai deux expérimentateurs humains qui m'ont donné des jetons que je vais négocier. Alors eux, ils sont très capitalistes, ils vont très vite, les sages capucins. Et donc, j'ai un jeton, je donne à Dominique, et Dominique me donne 2 pommes. Sympa. Je vais vers Samuel, premier coup, il me donne 3 pommes, plus sympa. Deuxième coup, Dominique est constante, j'ai toujours 2 pommes, et là, Samuel me donne qu'une seule pomme. En moyenne, j'aurai 2 pommes. Sauf que je vais préférer assurer mes gains. Donc je vais préférer avoir un deal avec Dominique plutôt qu'avec Samuel. Là, on est sur la forme gagnante. Maintenant, on va jouer sur la forme perdante. On prend les mêmes personnages, je donne un jeton, mais on part de 3 pommes. Systématiquement, toujours régulière, Dominique me donnera une pomme en moins. Donc je suis sûr, à chaque fois, avec Dominique, je perds une pomme. Samuel refait le même coup. Premier coup, il me donne 3 pommes, j'ai rien perdu. Deuxième coup, je perds une pomme. Et là, vous savez quoi? Je préfère avoir un deal avec Samuel, c'est-à-dire avoir un deal en pariant sur les pertes. Eh bien ça, c'est fondamental en politique, c'est fondamental en économie, c'est fondamental en marketing, c'est comment on est capable de proposer un projet où globalement, vous donnez les solutions, les 4 expériences à une machine, et vous dites, de toute façon, le résultat est le même, t'as 2 pommes, mon gars. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est la manière dont on acquiert les 2 pommes. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cet effet-là. Et regardez comment les peuples, alors là, ils ont tremblé à l'Assemblée nationale quand j'ai dit ça, regardez ce ton, vous savez qu'on parle de démocrature aujourd'hui. Démocrature. Des régimes totalitaires qui ont été élus. On avait pensé ça du temps de Condorcet. Eh bien, aujourd'hui, c'est quoi? Regardez comment les peuples réagissent face à ces changements lorsqu'ils ont de la crainte. C'est comme les singes. Avant de lâcher une branche, ils s'assurent de savoir où est l'autre. Sauf qu'on ne sait plus où est l'autre branche aujourd'hui. Et là, regardez. On retourne vers des formes historiques, imaginaires, mais aussi en partie réelles, de l'image de la gouvernance et du pouvoir. Poutine, c'est le tsar. Xi Jinping, c'est l'empereur. Erdogan, c'est le sultan.
Les Italiens retournent dans leur bazar habituel. Les Anglais, il n'y a que pour faire des femmes pareilles. Non, mais elle est courageuse, dira jamais. Trump, c'est le big man. Nous, c'est Bonaparte. Vous voyez ? Le regard de l'anthropologie sur ces phénomènes-là sont quand même assez troublants. Et donc là, on n'a pas vu les conséquences. Alors je reviens en arrière, il ne faut jamais faire ça. Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la santé, c'est absolument catastrophique. Tous les travaux, donc Gus Deacon, qui a été prix Nobel d'économie, tous les travaux aujourd'hui qu'on a en France, en santé publique, notamment c'était Solidarité nationale pour le chômage récemment, on s'aperçoit que les populations qui se sentent non concernées par l'évolution du monde, avec le chômage, niveau de vie médiocre, etc., et le ressentiment, bien évidemment, qui est plus ou moins justifié, eh bien on s'aperçoit que ces personnes-là ont 3 fois plus de chances d'être malades que nous. Donc les conséquences des changements socio-économiques que nous voyons là sont en train de se payer très cher en termes de santé publique. Et ça va très vite. Toujours cette plasticité. Donc voilà, je vais terminer là maintenant, rapidement, d'où ça vient, évidemment, de ces nouvelles technologies qui ont complètement bousculé nos sociétés. D'un point de vue des relations sociales, de l'accès à la connaissance, de l'économie, et évidemment des nouveaux moyens de production et de distribution. Donc on appelle ça l'apisation. Et c'est pour ça que c'est un monde darwinien. Vous vous souvenez de mon histoire de gène qui a muté pour la vision colorée ? Ok. On va chez Twitter maintenant. Il y a 10 ans, M. Jack Dorsey et ses amis créent un hackathon. C'est-à-dire donc hackers. Alors je rappelle que les hackers, c'est pas les vilains pirates qu'on voit dans les films. Les hackers, c'est une culture depuis 50 ans qui font que les gens veulent accéder à tous les moyens de l'informatique, des logiciels, parce que c'était limité à l'époque. Donc c'est toute une culture de hackers, donc de mise à disposition à tout le monde des moyens de calcul et de l'informatique et des réseaux. Et hackathon, donc décathlon, on met les deux ensemble, on se réunit pendant 2 jours, on trouve de nouvelles idées ou on essaye de résoudre un problème. Ce qu'on appelle les méthodes agiles ou le design thinking. Alors, enfin en partie. Et là, il lâche une idée. Tiens, j'aimerais bien une messagerie de 140 caractères à envoyer à mes amis. Allez, entre nous là, franchement. Est-ce qu'une messagerie de 140 caractères à envoyer à ses amis, ça correspond à un grand projet de l'humanité pour le futur ? Bien sûr que non. Donc il crée cette application qui est Twitter. Si ça n'avait pas été sélectionné, ça n'aurait rien fait. Ça ne change pas le monde, ça s'appelle la contingence, c'est-à-dire des caractères qui apparaissent sans nécessité de l'environnement et qui, s'ils ne sont pas pris, de toute façon ils apparaissent, ça ne change pas le monde. Par contre, si c'est sélectionné, ça peut changer le monde. Et c'est exactement ce que font nos gènes. Vos gènes mutent, se recombinent, mais ils n'en ont rien à foutre de vous, vous n'avez pas idée. Mais surtout, si c'est sélectionné, ça peut être bien ou pas bien, ou alors ça ne change rien. Et voilà, aujourd'hui, on est rentré dans une économie complètement darwinienne, où des gens avec de très faibles moyens, et typiquement c'est pour ça qu'on parle d'ubérisation, Monsieur Canalic, qui était en France, qui attendait un taxi, le taxi ne vient pas, il décide de créer une application qui coûte quasiment rien, parce qu'aujourd'hui c'est ça la nouveauté. C'est que du temps de Karl Marx, il fallait beaucoup d'argent, c'était les banques, pour payer les moyens de production, dans les usines et les mines, et là les gens vendaient leur force de travail, on continue de le faire, ou leurs compétences. Aujourd'hui, quelqu'un peut sortir un smartphone, créer une application qui bouscule complètement le secteur économique. Et aujourd'hui, les premiers rentrants prennent tout l'écosystème. C'est dans les kiosques, c'est le dernier numéro de The Economist, ils appellent ça, le titre, c'est The Next Capitalism. Aujourd'hui, les top 4 ou les top 8, des plus grandes entreprises du monde possèdent déjà quasiment un quart à la moitié de toutes les capitalisations et des moyens de distribution et de commerce. Et ça, c'est un signe. Et qu'on a aussi dans l'évolution, quand une espèce invasive arrive, quand elle bouscule un écosystème, d'un seul coup, cette espèce se déploie extrêmement vite. Et ça explique pourquoi les nouveaux entrants sont à des capitalisations absolument énormes. Ça a été la même chose avec le pétrole. La Standard Oil, qui se sont développés, il faut relire Tintin et Milou d'ailleurs, là, vous savez que justement, les nouveaux acteurs qui changent l'économie, ce sont les premiers qui prennent tout l'espace et qui ont des capitalisations énormes. Aujourd'hui, c'est qui ? C'est les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, mais il y a aussi évidemment IBM qui est toujours là. Et également les Chinois, dont on parle pas beaucoup. Et les 4 géants chinois sont aussi gros que les Californiens. Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, ils ont des capitalisations qui sont aussi énormes et ils ont déjà plus en avance, même que la Californie, sur la restructuration de l'économie chinoise. Les Chinois vont extrêmement vite. On pense que dans les 10 ans, ils sont les leaders sur l'intelligence artificielle et même peut-être on a parlé de mécanique quantique hier, sur les ordinateurs quantiques. Enfin bon, il y a plein de problèmes. Marc Lachaiseray en a parlé, mais néanmoins, c'est ce qu'on peut dire actuellement. Personne n'avait imaginé ça. Et vous croyez un seul instant que ces gens
qui était en Californie, avait imaginé les printemps arabes. Aujourd'hui, les Gilets jaunes se servent de ces appareils pour organiser leurs manifestations. Mais 68, c'était le transistor, le vrai. Là, aujourd'hui, c'est les smartphones. Vous pensez qu'ils avaient imaginé Google Flu? Aujourd'hui, là, on arrive dans l'hiver, on a des petites maladies, les enfants sont malades, on s'envoie des messages aux amis, aux copains, etc. Et aujourd'hui, on détecte, grâce à l'intelligence artificielle, l'émergence des épidémies avant que les gens doivent se faire soigner. C'est absolument extraordinaire. Mais on n'avait pas imaginé les fake news qui mettent en danger nos démocraties. Personne n'avait imaginé ça. C'est un vrai problème de société, de modernité et d'accès à l'information. Nous sommes en danger. Vous savez comment se gagne une élection universelle maintenant, au suffrage universel? Vous avez ceux qui votent pour vous, on les connaît. Ceux qui votent pas pour vous, ok. Et puis les indécis. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, et c'est le scandale de Cambridge Analytica avec Facebook, on est capable d'aller chercher les personnes une par une, de savoir ce qu'elles pensent, et les amener à voter pour vous. Donc aujourd'hui, une élection au suffrage universel se gagne dans la capacité d'avoir les bonnes entreprises avec les bonnes datas, les bons algorithmes, identifier les personnes, aller les chercher une par une. Personne n'avait imaginé ça, surtout pas Jack Dorsey ou autre. Vous imaginez bien. Donc voilà, ce monde dans lequel c'est vraiment un monde complètement darwinien. Tout ça arrive à toute vitesse. Moi, je suis surpris que les gens soient surpris, parce que ça fait quand même 10 ans qu'ils annoncent la couleur. C'est géant. Monsieur Jack Ma est un type incroyable. Jack Ma, qui est en train de quitter les affaires d'ailleurs. Vous savez ce qu'il a raconté il y a 9 mois, en plein 19e congrès du Parti communiste chinois? Il a dit, grâce aux big data, aux algorithmes et aux réseaux, nous allons pouvoir réaliser le projet du Parti communiste chinois. Et vous savez qu'il n'y a pas un Chinois qui n'est pas socialement, enfin digitalement noté numériquement. Chaque Chinois a une notation numérique. Et les Chinois sont très en avance. Ils ont des Google Glass tout à fait spéciales connectés à des logiciels d'intelligence artificielle. L'expérience ça a été publiée. Il y a un gars qui rentre dans un commissariat en Chine, à Pékin, et il dit « Ok, vous les policiers, vous êtes des couillons. » Il dit ça en rigolant, parce qu'il ne faut pas plaisanter avec les policiers là-bas. Mais il dit « Je vais sur la place Tiananmen. Combien de temps vous allez mettre pour me trouver ?» Le temps de mettre les lunettes, 10 minutes. Tous les systèmes aujourd'hui en Chine, et vous savez qu'il vient de se créer ce pont-là qui a été inauguré dans le golfe des Perles. La sécurité est que vous avez des caméras. De toute façon, vous n'avez pas pris la route, que déjà on sait qui vous êtes, où vous allez, etc., etc., etc. Big Brother est là. De manière plus perverse chez les Californiens d'ailleurs, comme on l'a vu avec l'affaire Facebook et Cambridge Analytica. Et donc 2007, c'est le nouvel âge de l'humanité, personne ne vous l'a dit, pour 3 raisons. Steve Jobs, que vous voyez là, arrive sur scène et dit « I'm going to change the world ». Il n'a jamais su comment ça allait changer, parce qu'il a mis un temps à comprendre l'effet des applications, et en fait ça va changer un peu plus tard, à partir du moment où l'ubérisation, c'est-à-dire au moment où les personnes commencent à créer des applications qui créent de nouvelles intermédiations entre les prestataires de services et de biens et les clients, on passe dans l'économie des plateformes, c'est-à-dire les pure players, qui sont de moins en moins d'ailleurs, mais ça je rentre pas dans les détails, c'est-à-dire des gens qui ont complètement densifié nos tissus économiques sur nos besoins avec les applications. Ce qu'on appelle une société liquide. Le concept n'est pas de moi, c'est le concept de Zygmunt Bauman. Aujourd'hui, avec tous les flux numériques, nous sommes dans une société liquide avec des interconnexions qu'on n'a jamais connues jusqu'à présent à l'échelle mondiale. L'autre chose, c'est que depuis 2007, la majorité de la population humaine est urbanisée, et ça va s'accentuer. Et la troisième, vous avez vu le premier soir, c'est qu'effectivement, alors que les technologies attendez, le concept de l'intelligence artificielle avec les neurones artificiels, qui ne sont pas des puces, qui sont des fonctions mathématiques, existe depuis 1943. C'est-à-dire avant qu'Alan Turing, en 1950, parle de l'idée de machines qui peuvent reproduire l'intelligence humaine, qu'on appellera l'intelligence artificielle, à partir de la conférence de 1956 à Dartmouth. Vous avez dû voir ça vendredi soir. Et là, en fait, l'histoire des neurones artificiels, ça commence en 1943. Il y a eu beaucoup de difficultés à faire avancer ça, parce que technologiquement, et les algorithmes et la recherche fondamentale est importante. Et là, j'insiste. Parce que quand le rapport de notre ami Cédric Villani est sorti, il y a des couillons, il n'y a pas d'autre mot, pardonnez-moi d'être trivial, qui ont dit on n'a pas besoin de la recherche fondamentale, on n'a pas besoin des biologistes. Or, toute cette intelligence artificielle qui éclate aujourd'hui, elle est basée sur des algorithmes génétiques, des algorithmes darwiniens. Il y a une école française qui n'est même pas dans le rapport Villani, avec Pierre Pollet, une mathématicienne française qui s'appelle Evelyne Guillon, absolument génial. On parle même de darwinisme artificiel et de vie artificielle. On y est. C'est-à-dire que, à partir du moment où les machines sont auto-apprenantes avec des algorithmes qui sont basés sur des systèmes de rétroprogrammation, alors, il y a un jour, il y en a qui me dit, dis donc Pascal, tu parles d'intelligence artificielle, mais tu connais la rétroprogrammation de gradient d'erreur? Je dis, ouais, c'est la fourmi qui se déplace, qui dépose des phéromones, mon gars.
le biomimétisme et la bioinspiration est essentiel, non pas dans une branche de l'intelligence artificielle qui est logico-mathématique, qui elle est très importante, c'était les systèmes experts des années 80, et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes aussi dans un monde darwinien avec ces nouvelles machines et ces bio-inspirations absolument extraordinaires. Et c'est comme ça que ça se passe. L'IoT, c'est la coévolution. IoT, Internet of Things, c'est les objets connectés. Je vous dis, à partir des objets se connectent, échangent des informations à la vitesse de la lumière, et ces objets auto-apprennent, on est dans un écosystème dont personne ne peut connaître l'évolution. C'est aussi simple que ça. C'est le principe de la certitude écologique. Quand on met un truc dans un écosystème, ça va changer, mais personne ne sait où ça va. Et donc, on est vraiment, plus que jamais, dans ces mondes darwiniens. Et donc, les chats, le chat, vous voulez être laqué sur un réseau, faut mettre un matou. Vous mettez un singe, vous n'allez pas être laqué des masses, mais vous mettez un chat, vous êtes super laqué. Hein. Évidemment, parce que c'est en 2008, 2007, mais surtout en 2012, qu'effectivement, dans le concours ImageNet, sur la reconnaissance d'images, effectivement, avec les neurones, les réseaux de neurones, notamment convolutionnels, c'est les neurones qu'on a au fond des yeux, là. Là, c'est Yann Lequin, c'est un Français qui travaille chez Facebook, un Français absolument extraordinaire, qui lui, évidemment, a compris l'intérêt de la biologie. Et vous savez où ça a commencé, la première application dans une entreprise de la reconnaissance automatique d'images? C'est toujours à l'ouest, mais c'est pas la Californie, c'est en Bretagne. C'est les mutuelles de Bretagne qui, les premières, ont appliqué les systèmes de reconnaissance automatique de chéquier grâce à Yann Lequin, qui ensuite était là au laboratoire Bell et qui ensuite est passé chez Facebook. Ces trois choses en même temps, mesdames et messieurs, font que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase de l'évolution humaine à une vitesse absolument vertigineuse. Donc c'est pour ça que Maurice Lévy parlait de ubérisation. Il n'y a pas un secteur qui n'est pas ubérisable. Un jour, j'étais devant un secteur économique, celui du gaz. Vous savez, le gaz, c'est stratégique, il y a des problèmes de sécurité, tout ça, c'est hyper contrôlé, vous imaginez bien. Et ils disent, nous, on est peinards. Je dis, tu plaisantes. Ben voilà, tiens, monsieur le maire est là. Monsieur le maire a des tas de soucis, évidemment. C'est compliqué d'être maire aujourd'hui, plus que jamais. Il faut gérer l'éclairage, le gaz, l'électricité, les services d'ordures, etc. Il y a plein d'interlocuteurs. Il y a une start-up qui déboule en disant, monsieur le maire, on a regardé ce qui se passe dans votre municipalité. On sait quels sont vos besoins, parce que tout ça, les données sont disponibles, bien évidemment, c'est le smart data. Et là, on vous propose un système complètement intégré, où vous allez tout gérer, et en plus, on vous donne de la data. On vous donne de la donnée, vous savez ce que font les gens, comment ils consomment, etc. Et c'est moins cher. Vous croyez que monsieur le maire va hésiter pendant longtemps? Je pense pas. Donc, il n'y a pas un domaine qui n'est pas susceptible ou qui n'a pas été impacté. Moi-même, attendez, je ne représente pas une part du PIB national importante. Mais moi-même, je suis fait ubériser. Vous allez sur Internet, vous mettez Pascal Pic, conférencier, vous tombez sur une agence où je ne suis pas. Même moi, je fais ubériser. Il faut être gonflé, quand même. Et voilà. Dans lequel on est. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle éclate comme ça? Donc, c'est une forme d'intelligence. Ce sont les intelligences artificielles. C'est parce que, comme Jacques Ma le dit là, une fois de plus, c'est à la fois, donc, d'une part, l'idée sur l'image d'utiliser les cartes graphiques, donc dans les jeux. Aujourd'hui, attention, il y a des nouvelles puces qui arrivent, les Tensor Computer Units qui arrivent pour le cloud computing. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours la loi de Moore qui avance très vite, comme vous le savez, le doublement des capacités de calcul tous les 18 mois, 20 mois, qu'importe. Donc ça va très vite. C'est la donnée disponible, parce que évidemment, c'est le smartphone. Depuis ce matin, vous avez produit un nombre de données, vous n'avez pas idée, mes chers amis, bien évidemment. Et évidemment, les algorithmes, l'intelligence, les mathématiques sont au cœur de tout cela, bien évidemment. La recherche fondamentale. Et donc là, en France, le problème, la culture des grandes écoles, que j'admire, ces gens-là sont formidables, mais on n'avancera pas, alors qu'on est en retard, sans les recherches fondamentales, notamment les mathématiciens, et sans les biologistes, sur ces affaires d'intelligence artificielle. Et on voit bien, vous avez entendu, les relations que nous avons les uns et les autres, c'est absolument essentiel. Alors l'intelligence dite forte, émotionnelle, on sait pas demain la veille. Attendez, franchement, aujourd'hui, on n'est que sur l'intelligence artificielle faible, et ça va pas aller très vite. Mais néanmoins, déjà, elle est partout, l'intelligence artificielle faible. Donc voilà les différents types d'intelligence artificielle, vous avez dû voir ça. Donc il y a celle qui est classique, avec Watson, Deep Blue, etc. Enfin, Machine Learning, c'est Watson, et aujourd'hui, Deep Learning, c'est AlphaGo. Vous savez qu'on a eu des chiffres astronomiques hier avec nos copains cosmologistes. Vous savez que le nombre de combinaisons théoriques au jeu de Go, c'est 10 puissance 70. C'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers. Tu dis des bêtises ou pas? Mais je crois que c'est ça. 10 80. Allez, tout augmente. Alors, 10 puissance 80. Eh bien, évidemment, AlphaGo, c'est intéressant parce que c'est en fait une convergence des différentes technologies, des différents réseaux de neurones, machine learning, deep learning, et évidemment avec l'apprentissage. Mais vous savez que AlphaGo donc a battu le champion du monde Lycédol au jeu de Go, mais maintenant il y a une machine intermédiaire qui n'est déjà plus là, qui était AlphaZero, maintenant c'est AlphaGo 0. Et vous savez quoi? AlphaGo 0, la machine, en fait, elle n'a pas été préprogrammée, elle a appris toute seule les règles de jeu
des échecs, du jeu de Go, du Sochi, qui est le jeu d'échecs chinois. Et vous savez quoi? En 24 heures, plus personne ne peut la battre. Enfin, bien fait pour elle, elle est toute seule. Donc tout ça, vous voyez, c'est pas une intelligence artificielle. Donc voilà, vous avez celle qui est classique, et là on voit cerveau gauche, cerveau droit. Vous avez une intelligence artificielle qu'on connaît bien, logico-mathématique, qui était partie sur toute une approche qui était de Marvin Minsky et compagnie dans les années 50-60, qui a eu des avancées considérables jusqu'à la fin des années 80, et ça continue bien évidemment, mais surtout qui a été rattrapée par celle qu'on appelle moderne, mais c'est faux comme classification, parce que les deux partent en même temps dans les années 50 en fait, et qui est celle donc basée sur les réseaux de neurones, avec les algorithmes, qui peuvent analyser des données structurées ou pas. Mais là, il faut faire gaffe parce qu'il faut quand même contrôler les données parce qu'aujourd'hui, les biais sont un vrai problème, comme vous le savez. Parce que la machine, elle n'a pas d'intention raciste, mais vous n'avez pas imaginé aujourd'hui, vous n'avez pas idée aujourd'hui, c'est un vrai problème. Hein. C'est un problème. Attention, avec la directive RGPD, faites gaffe avec l'utilisation des données. Parce que là, vous êtes justiciable, c'est au niveau international, et les datas ne sont pas des datas en soi. Donc c'est vraiment à contrôler, l'humain est toujours là. Et puis surtout, l'autre approche qui est géniale, c'est Rennie Brooks, qui est d'origine australienne et qui a dirigé le département d'intelligence artificielle de MIT, enfin le Media Lab de MIT. Lui, il dit comment évoluer l'intelligence humaine et l'évolution humaine. Vous savez, on l'a vu tout à l'heure, il y a une coévolution entre la locomotion, le régime alimentaire, nos activités sociales et physiques, etc. Tout ça est lié, évidemment. Et donc, Randy Brooks a dit, attendez, pour qu'on ait vraiment ce qu'on appelle l'intelligence artificielle complète cette fois, et pas l'ultra-intelligence artificielle, il dit, il faut qu'avec les robots, et la robotique va certainement apporter des choses extraordinaires, car inspirés par l'évolution que j'ai évoquée rapidement. C'est-à-dire de prendre des petits robots qui vont interagir entre eux, et petit à petit, qui vont apprendre à découvrir et apprendre les environnements dans lesquels ils sont, et comme l'évolution des sociétés de singes, et là, ce qu'on appelle donc, j'aime pas le terme, c'est incarnation en français, pardon mon cher, incarnation c'est assez compliqué, Jacques Carnot va me corriger, moi je préfère non c'est pour rigoler, incorporation. C'est-à-dire qu'en fait, comment les machines vont auto-apprendre dans l'environnement, l'enregistrer avec l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones et développer les choses. Et ça va aller certainement extrêmement vite. Et cette voie nouvelle, on appelle ça l'ingénierie inverse. Et ce qui est très marrant, alors ça c'est Hans Moravec, un très grand roboticien qui a cité ça. Vous savez quoi? C'est pour ça qu'on est impressionné par les machines, à nos bateaux échecs, aux jeux de Go. Aujourd'hui, sur l'analyse d'images, notamment en radiologie, les machines sont déjà meilleures que nous. Sur la prospective, attendez, depuis 2 ans, tous les exercices de prospective, quels que soient les domaines, depuis 2 ans, les machines sont meilleures que les meilleurs experts. C'était pas le cas il y a encore 2 ans. Mais aujourd'hui, dans tous les domaines, vous mettez les meilleurs experts, marketing, médecine, recherche, etc. S'il faut faire un exercice de prospective, les machines sont déjà meilleures en termes de, je vais pas dire prédiction, parce que ça fait un petit peu gourou, mais en tout cas là-dessus. Donc déjà, il faut les mettre avec nous. Ça, c'est une chose qui est très claire. Mais la chose importante, c'est que Hans Moravec avait vu ça. Pour ces machines, il est plus facile pour elles de faire des choses compliquées pour nous que des choses simples. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Pour ces machines, c'est plus facile d'arriver vers la cosmologie, la paléanthropologie, les mathématiques ou des choses compliquées en ingénierie, qui sont des choses qui nécessitent normalement beaucoup de formation. Vous avez vu comme c'est complexe, la science a toujours été, mais surtout avec sa technicité. Ben, ça, c'est plus facile à faire pour les machines que de jouer au foot. Je veux dire, une machine va me rétamer au jeu d'échecs. Par contre, le temps qu'elle batte mon petit-fils de 5 ans au foot, c'est pas gagné. Parce qu'en fait, c'est une loi empirique, bien sûr. Hein. C'est-à-dire que plus les choses sont apparues anciennement dans l'histoire d'évolution, plus ce sera difficile pour les machines de le faire. Ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. C'est absolument passionnant. Et donc, c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, c'est une nouvelle forme d'évolution. Donc, nous sommes un monde connecté, matriciel. Vous savez que, par exemple, très intéressant, il y a des logiciels, alors ça c'est très embêtant, ça a été testé en Israël notamment, qui regardent les statistiques et regardez, par exemple, si quelqu'un est justiciable, a été condamné, s'il peut avoir des récidives ou pas. Mais le problème, c'est que les fichiers sont baisés. Si vous êtes noir, alors là, vous êtes foutu, vous êtes sûr d'être récidiviste pour les machines. Parce évidemment, parce que les dossiers sont biaisés. Là, c'est très clair. Mais l'autre chose importante, quand même, c'est que ça peut aider. On a regardé un petit peu comment étaient prises les décisions de justice en Israël. Ben, le matin, le juge arrive, il est en forme, il est sympa, il écoute, il est très comment dire, pondéré dans ses décisions. Et plus arrive la fatigue et l'heure du déjeuner, plus les condamnations font mal. Et là, grâce à l'intelligence artificielle, ça peut être une aide, évidemment, à ce genre de biais de décision. Mais inversement, il n'y a pas un seul fichier qui n'est pas biaisé, donc la loi des grands nombres, ça ne marche pas. Donc il faut toujours un contrôle quand même de ces machines et de ce qui se passe.
Aujourd'hui, la robotique arrive. Alors ça, c'est quand même assez génial, quand même, parce qu'en France, on est un petit peu en retard, non pas dans les techniques, mais dans l'usage. Vous voyez, en haut à gauche, c'est formidable pour les femmes. C'est un mâle qui tombe pas en panne. En bas à gauche, il a trouvé ce qu'il peut. En haut à droite, les hommes programment leurs fantasmes. Et là, évidemment, pour les enfants, en tout cas, tout ça est là. Et vous savez que là, l'anthropologie est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Jamais on a été dans un monde aussi darwinien et avec autant de nécessité l'anthropologie. Nous avons eu en France une entreprise qui s'appelle Aldébaran, qui a créé Roméo, Pepper et Nao. Et vous savez quoi? Ils ont inventé, ils n'ont jamais trouvé leur marché. Et où ils ont trouvé leur marché? Chez les Japonais. Et c'est là que l'anthropologie est de retour. Les Japonais sont animistes. Les Japonais, c'est la meilleure école d'éthologie, d'études du comportement des animaux, notamment des singes. Et c'est la société, qui utilise le plus les robots dans leur quotidien. Et là, on est invention, innovation. Et les Japonais n'ont aucun problème pour entretenir une relation de type humaine avec des robots et des machines animées, alors que nous sommes cartésiens, et que la France, et Dominique, on en parlait hier, est le pays qui a le moins de robots parmi les pays les plus développés, notamment même dans les usines ou ailleurs. Et voilà comment une entreprise française, Aldébaran, qui était hyper inventive et innovante, n'a pu trouver son marché, donc, que chez SoftBank, qui est le géant japonais, qui est aujourd'hui en train de restructurer complètement l'industrie japonaise. Il vient de lever, j'ai dit 100 milliards, mais 100 millions d'euros dans les Émirats arabes, et ça continue. Il n'y a pas que la Californie, ça bouge très vite partout aujourd'hui avec ça. Donc voilà ce monde dans lequel on est. Et ces films de science-fiction que nous avons tous vus, eh bien je peux vous le dire, aujourd'hui c'est déjà là, c'est déjà dépassé. Le film Her, qui a vu ce film? C'est absolument génial. Une société dans laquelle les machines, elles sont déjà capables de le faire. Et ce qu'on va dans Minority Report, les machines sont capables de détecter vos désirs, ce que fait Amazon et surtout Netflix. C'est le modèle Netflix aujourd'hui dans le monde. C'est-à-dire capable, en fonction de vos choix et de vos goûts, de vous proposer des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Un sociologue avait dit, une société dans laquelle nos désirs sont réalisés avant qu'on puisse exprimer leur représentation, une société sans avenir. On revient à Platon. Donc, la philosophie est là au cœur de tout cela. Et donc, tout ceci va très vite. Donc, on va s'arrêter là. Sommes-nous arrivés à la fin de notre évolution? Certainement pas. Mais nous sommes à ce qu'on appelle, dans les théories de l'évolution, à une ponctuation. L'évolution, c'est la théorie des équilibres ponctués. C'est des périodes de relative stabilité. Sauf que c'est jamais stable, c'est des états métastables, c'est la reine rouge. Des périodes de progrès, on peut le dire, c'est plus tabou dans l'évolution, d'optimisation, c'était les 30 glorieuses, et des périodes de rupture rapide, ce qu'on appelle chez nous les crises aujourd'hui, mais qui sont une période de changement, dont nous sommes évidemment aujourd'hui les principaux acteurs. Donc à partir de là, les enjeux sont absolument considérables, j'ai pas les réponses, et ça nous appartient à tous dans nos choix politiques et nos choix donc de citoyens. C'est qu'aujourd'hui, soyons très clairs, nous sommes nous-mêmes les acteurs de ce changement. C'est vous qui utilisez votre smartphone, c'est vous qui allez sur les réseaux, c'est vous qui faites des choix pour les achats de Noël par Amazon ou ailleurs, c'est vous qui décidez d'aller dans les magasins, c'est vous qui décidez. Nous sommes vraiment sur des processus de variation-sélection. Il n'y a pas d'injonction qui vous dit utilisez Twitter ou Facebook ou quoi que ce soit. C'est bien nos libertés qui font que nous fascinons ce monde sur des rapports de variation-sélection. C'est vraiment des mondes parfaitement darwiniens où des innovations apparaissent sans que ça corresponde à un besoin, mais qui fait que ça change absolument le monde. Et là, du coup, le vrai risque, il est là. Allons-nous sombrer dans ce que j'appelle le syndrome de la planète des singes? C'est dans aucun des films. C'est dans la nouvelle de Pierre Boulle, chapitre 8, 1963, où là, les scientifiques chimpanzés ont attrapé le protagoniste qui est un humain et qui parle, mais vous savez, sur la planète Soror, quel est le nom de cette planète, en fait, les humains ne parlent pas, sont les bêtes. Même jusqu'à la dernière série, le langage est au cœur de cette fiction et cette dystopie, pour le dire. Et là, donc, ils ont chopé une femme qui parle pas, et dans le laboratoire, ils extraient sa mémoire profonde, une espèce de psychanalyse hypnotique, vous voyez ce que je veux dire. Donc ils extraient sa mémoire profonde, et cette femme parle comme ça, inconsciemment, et elle dit « Tout allait pour le mieux sur la planète Soror. Nous avions des machines qui produisaient les biens dont nous avions nécessité, et nous avions domestiqué les grands singes qui pourvoyaient à tous les services les plus attentifs et les plus proches de nous. Mais au fil du temps, nous avons cessé d'être actifs physiquement et intellectuellement. Même les livres enfantins ne nous intéressaient plus. Et pendant ce temps, ils nous observaient. Mesdames et messieurs, dans la planète des singes, c'est pas un coup d'État des grands singes. C'est qu'une partie de l'humanité a sombré dans son pire fléau,
qui est le confort. Merci.